Je crois que c'est vraiment la première fois que je fais une émission avec quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que j'accueille quelqu'un. Parce que il y a, au tout début de ma chaîne, c'était peut-être un mois après que j'ai commencé, pour ma soirée de passage de l'affiliation. Donc c'était au tout début. J'avais invité Energia, donc Jérôme de la chaîne Energia, qui était venu, mais juste pour faire un live un peu troll. Et c'est tout. Et là, c'est la première fois que je fais une vraie émission un peu sérieuse, entre guillemets, Ouais. avec un invité en présentiel. Mais c'est ouf parce que c'est. Enfin, moi, je trouve ça. Je trouve que ça change la donne en termes d'animation et de trucs. Je vois qu'il n'y a pas le chat. En attendant que je règle le problème parce que le chat ne s'affiche pas, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. D'habitude, je présente les gens, mais cette fois, je te laisse te présenter. Tu es déjà venu sur la chaîne plusieurs fois, FL Reptile. Il y en a qui en ont Tu marre, représentes la paléontologie. Non, personne n'en a marre. C'est surtout moi qui te pose toujours plein de questions un peu à la con. Voilà, présente-toi, parce que là, je parle beaucoup, je suis un streamer, tout ça, mais vas-y, je te laisse la parole, excuse-moi. Eh bien, Qui es-tu? bonsoir à toutes et à tous. Donc, FL de FL Reptile. C'est vachement obvious. Ouais. C'est quoi FL Reptile? C'est une chaîne YouTube? Exactement. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Donc c'est une chaîne YouTube qui quand même, alors petite anecdote que je me mets à placer de plus en plus souvent, Vas-y. qui est née d'un petit pari à la con. Ouais. Faut dire ce qui est. Parce qu'en gros un jour, donc j'étais en licence de bio, ça commence à remonter là. je commence à sentir le poids des années. Oh là là. C'est terrible. C'est vieux ça. C'était il y a combien? 10 ans du coup? Non. Pas autant. Bon, pas loin. Mais en gros, du coup, un jour, j'avais critiqué une vidéo sur YouTube. Alors, je sais plus laquelle c'est. Mais du coup, j'en parlais avec des potes de promo. Et là, on m'a sorti t'as qu'à en faire une, toi, au lieu de critiquer, c'est facile. Ouf. Et donc, du coup, j'ai fait une vidéo que j'avais tournée avec mon portable de l'époque. Et alors, c'était bien, ça a percé? T'as fait des milliers de vues? Non. Millions? Non. Elle est encore dispo cette vidéo? Elle est encore dispo sur ta chaîne FL Reptile. C'est terrible, c'est la première. T'as gardé. T'as le courage de garder, on va dire, tes anciennes créations et tout. Moi, j'ai mis plein de vidéos en indisponible parce que j'ai pensé à me dire, est-ce que je fais un table rase et tout, parce qu'en plus avec la pale, tu vois, je peux jouer le jeu, tu vois, Extinction, tout ça. Ouais. Non, non, voilà. C'est les fossiles de ma chaîne. C'est ça, extrêmement RP du coup ta chaîne, hein, puisque effectivement tu traites de paléontologie sur ta chaîne, vulgarisation en paléontologie sur YouTube. Et je voulais juste remercier les raiders là qui sont arrivés. Merci beaucoup le nouvel automobiliste, bienvenue sur le chat et bienvenue à ta commu. J'espère que vous avez passé un bon live. N'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas à dire ce que vous avez fait durant le live, durant le stream. Moi je suis assez curieux de découvrir aussi de nouveaux streamers, donc voilà, on a une soirée un peu spéciale parce que c'est la première fois qu'on est en présentiel pour faire une émission, donc ça me fait trop plaisir. Au niveau setup, c'est tout de suite un peu plus facile, quoi. Moins de configuration. Bon, voilà, il y a 2-3. Normalement, ça devrait aller. N'hésitez pas s'il y a des problèmes de son ou d'image ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc chaîne YouTube, vulgarisateur de paléontologie sur YouTube. C'est ça. Et du côté des diplômes, après, où est-ce que t'en es? J'ai fait un diplôme donc j'ai un master en paléontologie. Ouais. Bon, là, voilà. C'est rien de surprenant. Oh, mais attends, tout le monde n'a pas des masters en paléontologie. Non, mais c'est voilà, tu vois, je fais partie de ces vulgarisateurs qui sont. Je suis resté près de mon sujet d'études. Ouais, c'est bien. Non, beaucoup de vulgarisateurs sont comme ça, en vrai, je crois, au niveau statistique. En général, on vulgarise. Faudrait regarder l'étude là que Tania avait fait, ouais, un groupe de vulgarisateurs. Donc, ouais, master en paléontologie. C'est ça. Et ensuite. Et donc, là, cette année, c'est ma dernière année dans le monde de la muséologie avec encore un autre master. Donc, la muséologie, donc, en gros, donc, on va dire, c'est tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin à un musée. Donc, l'histoire des sciences à travers les musées, quand tu es dans un musée aussi, du coup, comment tu transmets en fait les sciences en fait. Ouais, comme la communication dans les musées, quoi, la médiation culturelle. T'as la médiation culturelle dans les musées. Ouais. T'as aussi le côté sociologique avec étudier le public, parce que tu reçois des gens, c'est bien. Mais du coup, ces gens, quand ils sont dans le musée, au final, qu'est-ce qu'ils retiennent, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils regardent le plus, enfin voilà, tout ce genre de... Enfin, c'est assez vaste, on peut trouver plein de trucs à dire en muséo. Moi, c'est le côté, en fait, surtout de médiation, en fait, qui m'a attiré là. Donc, t'as fait un master dans ça, quoi. C'est ça. En fait, c'est un ami qui m'a teasé ça, parce que après le master de PAL, en fait, je savais pas quoi faire. Ouais. Et j'ai un ami, en fait, depuis le début, lui, ce qu'il voulait, c'était faire le master de muséologie. Mais comme il avait pas été pris, il était à l'aide ensuite paléontologie, en fait, que j'ai fait. C'est comme ça qu'on s'est connus.
Et du coup, après le master de paléontologie, il m'a dit tu fais de la vulgarisation sur Internet, ils ont un parcours de médiation, je pense que ça peut t'intéresser. Du coup, j'ai regardé vite fait la plaquette d'enseignement, tout ça, et j'ai dit bon bah allez. Bah ouais, let's go. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Bah là, du coup, je le finis là cette année. Puis après, ouais, et puis ben, le chômage, tu sais. Ouais, j'ai connu ça. Hein. J'ai connu aussi quelques mois de chômage. C'est pas simple, mais on y passe presque tous, j'ai envie de dire, un moment ou un autre dans notre vie. Et après, au moins, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que ça te permet de se recentrer un petit peu et aussi de faire progresser tes projets un peu plus personnels, comme la chaîne YouTube par exemple, ce genre de truc. Ça te permet de voir un petit peu ce que tu peux faire. Est-ce que tu comptes professionnaliser la chose ou au contraire le laisser comme quelque chose d'un loisir, sachant qu'il n'y a pas de bonne solution, on va dire. Tout dépend de ce que vous comptez faire, à quel point vous êtes investi dans votre projet, quoi. Et voilà, il y avait une question là, j'ai vu de Paléostyle qui demandait quand est-ce que tu feras ta prochaine vidéo sur le spinosaure. Alors ça c'est terrible. Incroyable. Oui. Parce que tu prévois une vidéo sur le spinosaure. En fait j'avais commencé une saga sur cet animal parce que comment dire, c'est un peu... Pendant un petit moment c'est un petit peu l'hydroxychloroquine des dinosaures. Ah ouais. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Je pense que les gens ont la ref, c'est une belle comparaison. Et incroyable, merci beaucoup Sinerta, merci pour ton 3e mois, Sinerta qui devient le lithium après... alors qu'elle était avant l'hélium, c'est fou ça, merci beaucoup. Je suis déçu, je m'attendais à avoir le tableau périodique devant moi là. Donc je vous dis, des coulisses, il n'y a pas de tableau périodique face à moi. C'est parce que je connais par cœur. Bah non, mais tu vois, ce serait trop facile. Mais j'avoue qu'en fait, ça pourrait être une bonne anti-sèche pour moi. Parce que souvent, je suis en galère. Quand je regarde pas quel élément, je vois, tu vois, genre 18e mois, je suis en mode, oh putain, alors 18, c'est quoi déjà? C'est ça, ouais, tu pourrais trop c'est la raconte, je crois. Mais tu sais, je suis en mode, ouais, alors que là, je pourrais tricher avec mon tableau. Je pourrais dire, ah ouais, c'est bon, là, c'est le scandium. Putain, c'est fou ça. Même pas la tasse. Non, la tasse du tableau périodique, elle est à mon boulot, mais là, moi, j'ai la tasse corpo, évidemment. C'est marrant parce que j'ai lu aussi le tableau périodique depuis longtemps. Ouais. Ah oui, en fait, c'est une tasse qui est vachement connue. Ouais. Tous les parents, dès qu'ils ont des fils scientifiques, moi, c'était pas un parent, c'était le cadeau d'une ex. D'accord. C'est autre chose. Ouais, c'est un bon cadeau quand même. Hein. Elle a bien choisi ou pas? Ouais, j'étais content, j'avoue que j'étais content, mais surtout qu'elle est mastoc, tu vois. D'accord. Tu veux te faire ton ex ou la tasse? La tasse. Ah, pardon. J'ai pas le permis poids lourd. Ok, pardon. Voilà, là, on va s'arrêter, mesdames et messieurs. Ça va partir là, sinon. Oh mon Dieu. Vous êtes dans une émission de vulgarisation, évidemment. C'est terrible. Puisqu'on va parler de science dans l'univers de Tolkien. C'est un format qui s'appelle Voyage scientifique en terre du milieu de Revival. Je dis ça parce que, en fait, à la base, tout simplement cette émission était plus ou moins finie, disons que ça. Il y a eu une période où j'en faisais assez souvent, où j'avais prévu d'inviter justement des experts, différentes personnalités, ou de donner moi-même des conférences sur les sujets qui sont traités, parce qu'en fait il faut que je réexplique un petit peu pour ceux qui découvrent éventuellement le format. Voyage scientifique en terre du milieu, du coup c'est un petit peu ancien par rapport à ma chaîne, enfin ça, j'ai peut-être commencé il y a 1 an, un truc comme ça, je sais plus, mais bon bref, le principe c'était de se baser sur un livre qui s'appelle Tolkien et les sciences, et qui est en fait juste là. Je vais aller le chercher parce que je l'ai mis. Tu me laisses seul à l'antenne, mais tu es fou. Mais tu sais gérer, toi-même, tu es créateur de. Ah non, mais moi je suis pas en direct, moi, d'habitude. Ouais, t'es pas en direct, mais ça te fait une expérience, c'est bien. Donc, Voyage scientifique en terre Tolkien et les sciences, pardon. C'est ce livre. Moi-même, je suis. Tu vas faire un bouquin, c'est ça? Ouais, je vais faire. En plus, tu vas envoyer un mail à Roland. J'ai prévu de faire un bouquin sur les sciences dans un univers de fiction en plus. Du coup, tu vas vraiment envoyer un mail à Roland? Ouais, je pense. Mais je lui ai déjà envoyé un mail pour qu'il vienne, mais il m'avait répondu. Mais en fait, il voulait inviter les copains aussi. Il voulait inviter Loïc Mangin et Jean-Sébastien Steyer et venir à 3 dans mon live. Et le problème, c'est que les 2 autres, ils m'ont pas répondu. Ah, donc, oui, c'est problématique. Un jour, il faudrait peut-être qu'il les relance. Bon, bref, trêve de bavardage. Là, je vais vous parler de 3 personnes en fait qui sont les co-auteurs, co-dirigeants, on va dire, de la rédaction de ce livre, Tolkien et les sciences. Parce qu'en fait, c'est vraiment un grand collectif d'auteurs qui a écrit ce livre. Ils sont, je sais pas, une vingtaine, trentaine, je sais plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un peu toutes les sciences qui sont représentées, pas que des sciences justement naturelles, pas que les sciences de la Terre ou de la vie, ou les sciences dures, entre guillemets. Vous avez aussi des sciences humaines et sociales, du droit, de la philosophie, des lettres, tout ça.
Donc c'est vachement intéressant, c'est un très bon livre. J'en ai lu du coup une bonne partie dans le contexte de ces lives que je fais, où l'objectif c'est d'explorer souvent un chapitre ou deux pendant les lives. Et voilà, j'ai fait un format du coup qui s'appelle Voyage scientifique en terre du milieu, où le principe c'est reprendre vraiment le contenu et le traduire dans une présentation qu'on va vous faire là. Enfin, on va vous faire, c'est toi en fait, c'est lui le boss. c'est moi qui travaille ce soir. C'est vraiment, voilà, moi je ne fais que setup le stream et voilà, ça va être Eiffel qui va faire tout le travail en fait. Donc merci à toi déjà, merci d'avance pour ce que tu vas nous offrir. En plus, vous allez voir, il nous a préparé un PowerPoint, un PPT de qualité. Passion PPT. Pas piquer des hannetons. Passion PPT, c'est vrai ça. Et un jour, je ferai une UE, tu vois, pour le monde universitaire, tu vois, faire des PPT. Non, je rigole. C'est ta passion, c'est ton objectif. Progresser dans le travail PPT. Non, mais en plus, les PPT sur cette chaîne, ça fait trop longtemps qu'on n'en voit plus parce que j'ai arrêté les formats avec des PPT. Mais quelque part, c'est justement en faisant plus que quand ça revient, bah t'es content finalement. C'est comme un plat que t'aimes pas trop mais que t'aimes quand même un peu. Quand ça fait tellement longtemps que tu l'as pas mangé, tu vois, ça reste bon. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Oh, ça c'est moi les millefeuilles, tu vois. Les millefeuilles. Ah ouais, c'est ça. T'as cette relation là avec les millefeuilles. Exactement. D'accord. Pas trop, mais de temps en temps, c'est une bonne surprise. Tu te dis putain, c'est vrai, le millefeuille, ça a ce goût là énorme. Je connais des collègues avec un gros niveau de PPT. Aïe aïe aïe. Ah non, il n'y aura pas de paint ce soir. Enfin, sauf si Robin, d'un coup, je sais pas. Mais non. Dans mon setup, là, c'est pas possible. C'est trop compliqué. J'ai pas prévu de paint. Si, c'est peut-être possible, mais on n'en aura pas besoin. Parce que t'expliques vraiment trop bien, donc de toute façon. Ne me vends pas trop, attention. Non, mais si ça va bien se passer, tout s'est toujours très bien passé sur cette chaîne. Donc, mesdames et messieurs, voilà, on va passer à la présentation. Ne vous inquiétez pas, il y a une autre scène où on va pouvoir explorer le sujet de ce soir qui est autour des dragons. Et donc, la science autour des dragons. Et comme il s'est très bien présenté, Eiffel vous a bien dit qu'il était paléontologue, et donc vous imaginez bien qu'il y a plein de choses à dire sur les dragons, d'un point de vue évolution, d'un point de vue classification, tout ça. Et fan de Tolkien aussi. Et fan de Tolkien, et oui, ça faut le préciser. À quel point t'es fan en fait ? À quel niveau t'es fan ? Est-ce que t'es fan, genre t'as vu les films seulement mais t'aimes bien, ou est-ce que t'as vu les films, lu les livres, tu connais la biographie de Tolkien par cœur ou presque ? T'en es où là ? Alors, à quel niveau de fanitude ? En fanatitude ? Ouais, en fanatitude, du coup, alors je me suis jamais fait une biographie de Tolkien, mais disons que là, en ce moment, je suis en train je suis dans le lore, en fait, littéralement, et si tu veux, il y a toute une série de livres faits à partir, du coup, des notes de l'auteur, donc justement, qui explorent le lore. Ouais. Et ben du coup en fait je suis en plein là-dedans et donc là c'est ça fait un moment par exemple le Silmarillion par exemple, le Silmarillion qui est vendu, qui est différent du Silmarillion de l'auteur, ça déjà c'est une subtilité. Ah oui, je savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai lu. Là en ce moment d'ailleurs je suis en train de me relire le Seigneur des Anneaux. Ah oui, d'accord. En quelle version, en français ou en... Là je suis en français, ouais. C'est dur l'anglais. Moi j'avais essayé en anglais. J'avais une mauvaise expérience un petit peu, ça m'a un peu refroidi, mais c'est parce qu'aussi c'est un style. Ah oui, c'est pas l'anglais, voilà, c'est l'écriture. Ouais, tu sens le côté ancien de l'anglais. Quoi. Ouais, voilà, le côté très littéraire. Est-ce qu'être fan du Seigneur des Anneaux permet de Tolkien au moins ? Oh là, mais il est en forme, hein. C'est Brosicor, hein. Il est fier représentant. N'hésitez pas dans le chat à faire un peu de concurrence parce que faut pas laisser Brosicor tout seul dans la compétition, ça serait un petit peu trop facile pour lui. C'est ça, ne le laissez pas avec l'anneau. Ouais, oui, c'est ça. L'anneau fait en luminol du coup, dédicace à Brosicor, évidemment chimiste à ses heures, pas perdu du coup puisqu'il est vraiment chimiste pour de vrai. C'est quoi un paléontologue et pourquoi ton invité ne l'est pas, ou un léontologue ? Un léontologue. C'est quoi un léontologue ? C'est quelqu'un qui étudie les léons, genre les personnages qui s'appellent Léon dans les fictions. Peut-être. Comme le nettoyeur. Allez, mesdames et messieurs, trêve de bavardage, ça fait combien de temps qu'on est en live ? Ça fait maintenant 20 minutes. On a fait une bonne intro là. Est-ce qu'on a besoin de présenter d'autres trucs ? Non, je pense qu'on est bon. Ouais. Léon, c'est le cri du pan. C'est vrai ça. Donc les léontologues, c'est ceux qui étudient en fait. C'est très ciblé comme étude. Hein. C'est une spécialité probablement. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va commencer, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va passer sur la super scène de ouf. Oh là là, j'ai tout préparé, ça a bien marché du premier coup, c'est incroyable. C'est beau. On va parler des dragons et du fait qu'ils sont de retour. Pour nous jouer un mauvais tour probablement. Alors, les dragons, c'est quand même
des espèces de tout temps. Les hommes se sont intéressés aux créatures imaginaires, n'est-ce pas? Et les dragons, non, mais c'est vrai que les dragons, c'est un truc qui parle à tout le monde, pour le coup. Et même si vous n'êtes pas grand fan de l'univers de Tolkien, les dragons, vous avez pu en apercevoir au moins, on va dire, dans la bande-annonce du Hobbit ou dans des extraits... Parce que après, c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, les dragons, est-ce que les Nazgûl sont les dragons? Non, justement. Ah. Enfin, alors, du coup, je pense que là, par Nazgûl, tu entends les montures des Nazgûl. Ouais, les montures, ouais. Donc voilà, enfin, il n'y a pas vraiment enfin, c'est des bêtes ailées pour faire très simple. Il n'y a pas. Non, c'est pas des dragons, ouais, c'est pas clair en fait ce que c'est. Et il y a un truc déjà à ce niveau-là que je vais clarifier, c'est que les films de Peter Jackson, en particulier du coup Le Seigneur des Anneaux, ont beau être vraiment, voilà, c'est des bijoux. Ouais. Hein. C'est une vision en fait de l'univers de Tolkien, mais c'est une vision. Voilà, c'est bien ça, il faut bien comprendre. Hein. C'est littéralement voilà, comme quand je me réfère à d'autres disciplines, voilà, l'interprétation qu'on a par rapport à des découvertes, hein, quelle que soit ta discipline, tu vois, quand tu interprètes un truc, toi tu as ta vision dans ta tête. Et en gros, voilà, Peter Jackson, on peut voir le travail qu'ils ont fait sur le film, c'était ça un peu. C'est comme si voilà, Tolkien, voilà, ils avaient retrouvé les manuscrits anciens, etc. Ils ont tenté, voilà, ce qu'ils ont compris, voilà, eux ils l'ont vu comme ça. Oui, c'est une adaptation. Hein. C'est bien le terme qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça c'est toi qui m'avais dit, je me souviens plus, que la famille de Tolkien déteste ce qu'a fait Peter Jackson aussi bien. Alors le Hobbit, on pourrait comprendre dans une certaine mesure. Mais même le Seigneur des Anneaux, ça a été très mal reçu par la famille, c'est ça? Ouais. Voilà, encore une fois, c'est parce que c'est une vision qui correspondait peut-être pas à ce qu'avait l'auteur. Pour eux, ils sont passés à côté en fait de tout un pan en fait narratif, émotionnel, etc. Enfin, de plein d'éléments qui sont dans le livre, et pour eux, c'est pas du tout à l'écran. Pour eux, ce qui est à l'écran, c'est trop simple, on va dire. Ouais, d'accord, c'est trop. C'est qu'une fraction, enfin c'est trop simplifié, quoi. C'est simplifier l'œuvre et c'est pas lui donner toute sa grandeur finalement. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. C'est dur ça. C'est un petit peu comme si voilà, t'avais pris des petits éléments, bouts, tu t'étais dit tiens, ça va bien faire, et puis après tu fais ton petit collier, tu vois. Mais t'as tout le reste, toutes les autres pierres précieuses, voilà, elles sont restées en bas. C'est dur parce que c'est un des films qui ont été beaucoup appréciés par tout le monde. 11 Oscars sur Le Retour du Roi, si je me souviens bien. Bon, à l'heure actuelle, même si l'Oscar ça se discute, si ça vaut encore quelque chose. Bon. C'est ouf quand même. Ouais, c'est dingue. Non, ça reste des très très bons films. Moi, je crois que c'est ma trilogie préférée en fait. Je connais pas d'autres trilogies qui ont aussi bien... où les 3 films sont aussi bons, tu vois. On n'a pas non plus des masses des trilogies qui ont bien marché. N'hésitez pas à dire dans le chat vos trilogies préférées un peu. Exactement. Il ne faut pas se plaindre d'avoir gagné des Silmarillion avec ses droits d'auteur. Mais c'est vrai que Matrix c'est pas mal aussi. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Enfin, Bruzy parle de monnaie en plus, c'est marrant parce que du coup avec les films, il y avait eu une petite embrouille justement entre les droits. Non, mais c'était une des sociétés de production. Alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça se retrouve sur internet. Si voilà, Seigneur des Anneaux, exactement, voilà, Drama, Seigneur des Anneaux, droit. Ouais, je sais plus, il y avait un des 2 producteurs du coup de la trilogie Seigneur des Anneaux, qui avait un peu trop sucré de recettes. C'est pour ça d'ailleurs qu'après sur le Hobbit, c'est plus les mêmes sociétés de production. D'accord, ok. C'est pour ça que ça explique peut-être aussi la différence de production. Après, c'était Peter Jackson qui était aux commandes quand même. Il avait une certaine liberté, j'imagine, de faire ce qu'il a voulu faire. Non, je sais pas. Voilà, je sais pas s'il a été bridé pour le Hobbit. Peter Jackson. En gros, alors de ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris moi en tant que fan qui a bouffé du coup les bonus et regardé des interviews et des machins. En gros, la Warner notamment, ils voulaient des pépettes. Forcément. Et donc du coup, ils ont un peu récupéré Peter Jackson parce que tu vas récupérer le cheval qui est en marche et tu vas vite nous faire une trilogie comme tu sais le faire, comme tu l'as déjà fait parce que ça a rapporté. Ils se sont dit c'est le moins risqué quoi. En fait, parce qu'il l'a déjà fait une fois et il va sans doute réussir une deuxième fois. Donc est-ce qu'il a vraiment été libre? On sait pas. Voilà. Bon, après il y a certains trucs quand même dont j'en profite comme ça lit sur le sujet parce que Smaug reste une des, enfin à mon sens en tout cas, vous dans le chat je sais pas, mais Smaug pour moi c'est l'une clairement des plus grandes réussites en fait de la trilogie du Hobbit. Le personnage de Smaug. C'est ça, il y avait un défi de malade à travers ce dragon quand même.
Parce que Smaug, en fait, ce qu'on se rend pas compte quand on découvre avec le film, c'est qu'en fait, du point de vue justement littéraire, pop, etc., en fait, c'est lui le dragon qui a inspiré quasiment tous les dragons que nous on voyait dans d'autres films en fait depuis. D'accord. C'est parce qu'en fait, Smaug, c'est une espèce de période de transition, si je peux dire, entre du coup, il y avait des dragons dans des vieilles histoires médiévales, etc., dans des vieux contes, etc., qui étaient connus, par exemple, j'en parlerai vite fait après, mais Beowulf, par exemple, qui d'ailleurs, voilà, a eu il y a un film que peut-être les cinéphiles ici connaissent. De nom, je connais, mais j'ai jamais vu le film. Ouais, donc, ça vaut le coup de le voir pour moi, oui, mais après, là, je suis un peu biaisé, tu vois, parce que moi, je kiffe, mais bon, c'est le genre de film, je sais que sur les effets spéciaux, voilà. C'est pas... Bon, c'est un peu vieilli. C'est vieux, hein, voilà. Il y en a qui disent non dans le chat, hein, visiblement. Tout le monde n'est pas d'accord. Bah, sinon, voilà, en gros, donc... Voilà, Smaug, il vient un peu en héritier, du coup, de tous ces dragons, en fait, des anciennes légendes. Et il arrive comme ça, du coup, et pour toutes les autres personnes, en gros, il découvre en fait littéralement le dragon par Smaug. Et c'est de là, du coup, les dragons de Donjons et Dragons, les dragons que tu retrouves dans le Règne du Feu, enfin, tu vois, tu peux faire une liste méga longue, quoi. C'est ça, de plein d'œuvres qui sont inspirées de ça, quoi. Voilà, c'est Smaug, c'est le papa, voilà. C'est lui qui donne toute sa splendeur et la grandeur au dragon, avec cette image de cracheur de feu et de terreur, en fait, que ça conduit. Et donc, du gardien du trésor aussi, c'est souvent l'image qu'on en a. C'est ça. Et voilà, donc il fallait faire le dragon qui fasse écho à ça sans avoir l'impression qu'il ait été pompé justement sur les autres que nous on a vus qui en fait sont ses descendants. Et au final, je trouve que c'est assez réussi quand même parce que, à mon sens, il a sa propre identité, quoi. Rien que là, avec l'image, je trouve. Il en jette dans le film et puis la voix de Benedict Cumberbatch incroyable. Prend plutôt bien. Mais la tête du dragon, elle lui ressemble pas un peu aussi? Ils ont pas fait des traits à la Benedict Cumberbatch? Non, c'est moi qui fais Ils ont pas pu faire de la vraie motion capture, mais ils ont récupéré en fait certains de ces mouvements en fait pour aller plus vite dans les animations de Smaug. Mais après, ce que je veux dire, même au niveau du visage du dragon, j'ai l'impression qu'il y a des traits de l'acteur. En fait, c'est pas vraiment juste une hallucination, tu vois. Non, mais tu es presque. En fait, c'est pas vraiment des traits de l'acteur, mais c'est que justement, comme il jouait super bien, qu'il avait ses expressions, ses émotions. Oui, c'est ça. Et ben ça les a guidés justement pour faire une expression. Quand Smaug il a un côté en colère, c'est parce que Cumberbatch il était en colère quand il jouait. Ouais, bien sûr. C'est pas autant loin que Gollum ou que les autres motion capture, mais ça doit pas être simple de faire de l'animation d'un dragon qui est faire parler un être qui a pas la physionomie pour... Après ils sont bien débrouillés parce que du coup ils lui ont fait, alors ils ont joué sur le fait que du coup ils ont fait une tête un peu de varan en gros vite fait, et les varans c'est des lézards qui ont des lèvres, si je peux dire. Alors pas des lèvres comme nous, mais on va dire qu'ils ont des lèvres figées, quoi. D'accord. Ils ont pas les dents apparentes. Et là, du coup, la seule nuance qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont fait en gros, voilà, des lèvres mobiles, un peu comme chez les mammifères. Ah oui, c'est ça. C'est pour que ça paraisse plus, en fait. Pour qu'ils puissent parler, quoi. Parce que sinon, il aurait du mal à prononcer des mots. Ok, c'est top, super belle introduction du coup et mise en contexte avec ce personnage de Smaug. Quel est le programme de ce soir? Le programme, mesdames... Merde. Excuse-moi. Hop, c'est my bad. J'avais pas cliqué. Je pensais que c'était dessus. Ouais, moi aussi. Fail. Bah ouais, écoutez, mesdames et messieurs, première fois, je vais y arriver. Première fois. Quel est le programme? Allez, ciao, fin du stream. Première fois qu'on invite quelqu'un en live, forcément, il fallait qu'il y ait des couacs. C'était très bien, merci. Il n'y a pas de raid alors. Je pense que ça fait un très bon clip de fail. Tu vas à celui-là, Collector. Ouais, finalement, c'est pas mal. Je pense que ça restera dans les best-of. Faudrait que je fasse d'ailleurs, il faut que j'arrête de faire des digressions, sinon on va jamais avancer, mais tu sais, il y a des vidéos, normalement t'as une vidéo promotionnelle de ta chaîne quand quelqu'un qui est pas follow à ta chaîne arrive et voit la vidéo, et là, moi j'en avais fait une pour mes 1 an, et elle est un peu ancienne du coup, et il faudra que je leur fasse une. T'as de quoi faire, je mettrai ça du coup, je pense. Aïe. Bref, le programme de ce soir, mesdames et messieurs, c'est autour des dragons, du coup, c'est quoi? J'ai envie de dire tout est dit en fait. L'origine des grands vers. Voilà, des grands vers d'eau. Lol. Allez. Donc ça, les grands vers, tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que les vers, moi j'imagine plutôt des trucs qui se baladent comme des vers de terre, des petits trucs qui se tortillent comme ça. Ensuite, grand 2, parce que vous savez, là on est dans les PPT, les parties, on sait que vous aimez pas ça, les PPT sur Twitch, mais
Encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et voilà, on reste quand même 3 parties. On fait la classique, quoi. C'est ça, c'est pour organiser un peu. C'est la trilogie. On fait un peu les Peter Jackson à vouloir faire 3 trucs, même si... voilà. On verra du coup si c'est autant apprécié. Hein. On verra. Alors, identifier un dragon à partir de gravures, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La réalité ou fiction? Alors ça, je pense que ça sera plus concret justement quand je vais venir. Et si vous avez du coup lu le chapitre de Tolkien et les sciences sur les dragons, je pense que déjà, vous devez peut-être avoir une idée. Je pense que la plupart n'ont pas lu. Tu aurais dû faire un sondage, qui a lu Tolkien et les sciences? Mais non, mais quand je fais des sondages, là je suis sûr que les gens, la plupart n'ont pas lu. Déjà à chaque fois je parle du livre, mais après tout le monde ne l'a pas, et puis même moi j'ai pas lu le chapitre. Hein. Tu vas avoir des surprises. C'était là dans Un bestiaire fantastique, là, c'est ça? Exactement. Incroyable. Exactement. Il est en train de se spoiler. Hein. Non, c'est bon, je ferme le livre tout de suite, comme ça je vais découvrir en même temps que vous. C'est vrai qu'un grand verre, c'est une pince, on appelle ça. C'est beau. Ouais. Putain que c'est beau. Ouais. Alors, grand 3, est-ce que les dragons peuvent voler? Grande question. Mais c'est vrai, parce que le Smog, a priori, il peut. Bah, beaucoup. Enfin, au final, tu prends... En fait, voilà... Reconnais-le, quand un dragon ne vole pas, tu le trouves moins majestueux, un peu fat, quoi. Voilà. Parce qu'il a fait un peu trop de... Il a mangé un peu trop de gobelins, quoi. Le gobelin, c'est pas très bon, hein. Gollum il dit dans le Hobbit. C'est vrai. Enfin, mais regardez les rêves, les rêves de malade, le gars il a toujours un truc. Il a toujours une... Ouais, d'accord, tu connais tout le... Non, tu pourrais refaire le film, là, on pourrait mater le film et tu fais tous les dialogues, c'est ça? Pas à ce point encore, pas encore. Ok. Bah, surtout pas sur les versions longues, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain, ça me donne envie de remater le film, c'est un truc de ouf. Alors, un incroyable plan qui va commencer sur les grands vers, donc on va voir un petit peu ce que c'est. Que sont les grands vers, incroyable. Petite notif. Alors, de quoi on va parler là? C'est qui Gottmog? Alors justement, voilà. Alors, voilà, je précise, alors certains sont peut-être là choqués à cette diapositive, notamment quand ils voient la lecture là, d'un seigneur des Balrogs et de découvrir un personnage qui fait un peu penser à un Shrek. Oui. Voilà. C'est vrai, ça, c'est le seigneur des Balrogs qui... Shrek serait donc le... Seigneur des... Ouais. D'accord. Non, alors, plus sérieusement, donc les dragons, les Balrogs, en fait, ils ont un point commun dans l'univers de Tolkien. Ouais. C'est qu'ils ont été créés par j'ai envie de dire, le même personnage, en gros. Donc, il y avait des dieux, et il y avait un dieu qui était un peu plus fort que les autres, et qui, du coup, il a voulu se démarquer et faire les choses tout seul. D'accord. C'était Melkor. Qui a été rebaptisé ensuite... Et Morgoth. Morgoth, qui est le grand méchant de l'univers, en fait, dont on avait parlé dans un des lives, d'ailleurs. On avait parlé beaucoup de Sauron dans un live, le voyage scientifique en Terre du Milieu. C'était parce qu'on a parlé de l'anneau et donc du personnage de Sauron. Et en fait, il y a 2 grands méchants un peu dans... c'est clairement, c'est lui, c'est le... Et Morgoth, c'est le main, c'est le méchant des méchants, parce que c'est même le maître de Sauron, en fait, c'est ça? C'est complètement, okay. Sauron, en fait, c'était... je pense qu'on peut dire, en gros, que c'était son meilleur lieutenant, en fait, de guerre, quoi. Et c'est lui, du coup, d'ailleurs, c'est lui qui reprend les rênes, justement, quand la place est libre après. C'est lui qui redevient l'incarnation, en fait, des ténèbres sur, du coup, la terre, Arda. Voilà. Ok, et donc là, tu nous parles de Gottmog, qui est le dirigeant qui... Donc là, voilà, donc c'est une illustration qui est marrante. Voilà, je chevauche un dragon parce que voilà, les Balrogs et les dragons, voilà, ce sont les 2 créatures, en fait, les plus puissantes, en fait, de Morgoth. Littéralement, et donc voilà, c'était ses favoris pendant les guerres. Et donc notamment à côté, donc du coup voilà, c'est une illustration d'Alan Lee d'un des moments les plus importants, on va dire, dans l'histoire de la mythologie de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ouais. Voilà, c'est donc la chute de Gondolin. Donc Gondolin, c'était une grande cité elfique. Ouais. Qui prospérait, j'imagine. C'est ça, voilà, jusqu'à ce que... Avec la paix et tout ça. Le bonheur, c'est toujours comme ça, hein. Ça part d'une cité qui prospère et après qui se fait marade. Ah oui, complètement. En fait, elle était cachée pendant très longtemps, du coup, de Morgoth, et à cause d'un homme, en fait, elle est révélée, et donc là, du coup, Morgoth, il fait un raid. Là-bas, ils sont trop heureux, je vais aller les... Exactement. Et notamment, du coup, il utilise donc des dragons, comme on le voit là sur illustration. Ok. Et les dragons, faut bien se dire un truc, en fait, c'est littéralement dans l'univers de Tolkien, il rend vraiment honneur avec le côté, c'est la créature de destruction... De base, ouais. Ah non, pas de base, justement, c'est l'apothéose, vraiment. Ah oui, c'est le truc génial, quoi, voilà, c'est...
Littéralement d'ailleurs, de toute façon, la seule autre créature qui tient en termes de destruction à peu près avec les dragons, c'est les Balrogs. C'est les Balrogs, ok. Voilà. Donc c'est l'image du... En fait, je me demande s'il rapproche pas ça un peu des volcans, par exemple, et de ce côté un peu... Ouais, c'est la destruction cataclysmique, en gros, c'est ça. Et aussi d'ailleurs, alors du coup... Origine des grands vers, parce que pour Tolkien, il était très porté justement sur tout ce qui était médiéval et tout. Ouais. Et dans le monde médiéval, en fait, dragon, serpent, ver, c'est 3 termes en fait qui sont interchangeables. Et Tolkien, quand on lit du coup dans ses histoires, c'est ça aussi, parce que voilà, dragon, serpent, ver, etc. Pour lui aussi, c'est voilà. Oui, il s'est beaucoup servi de la littérature médiévale, c'est ça, pour construire ses œuvres. Ouais, il a récupéré, il récupère notamment d'anciens poèmes et tout. Et donc il utilise, il mélange un petit peu les sens pour... il utilise différents termes pour décrire la même chose, quoi. Ok, donc là on a l'impression que les dragons sont plus associés aux forces du mal. Mais ils sont, dans l'univers Tolkien, ce sont des créatures du mal, quoi. Il n'y a pas de... ils sont là pour foutre le sbeul, quoi. C'est ça, il n'y a pas de... Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de gentils dragons, quoi. C'est pas comme dans des œuvres plus contemporaines de fiction, par exemple, où des fois tu as des dragons plus cléments que d'autres. Ouais, c'est ça, non, ils sont pas cléments. Si, dans l'univers de Tolkien, si les dragons ne font rien, c'est qu'ils sont en train de garder un trésor. D'accord. Okay. Et s'ils ont gardé un trésor, ça veut dire que généralement... Ils ont éclaté exactement, là, ils ont détruit tout ce qu'il y avait là autour. Ok. Donc voilà, un peu vite fait de contexte. Autour de ces grands vers. Et donc... Ça devrait marcher. Voilà. Yes. C'est bon. Ça a fonctionné. Le live n'est pas terminé. On est passé à la slide 3, mesdames et messieurs. C'est bon. Ouf. Donc, vite fait, les quelques dragons qui ont eu droit à des noms chez Tolkien. Parce qu'en fait, il y en a eu plein, mais ils sont pas tous nommés, c'est ça ? Complètement. Ah oui, voilà, sans trop spoiler, voilà, quand Tolkien, donc il parle de certaines batailles... Il dit qu'il y a des milliers de dragons, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Les dragons, tu les comptes pas. C'est comme en astronomie, maintenant pour classifier les astéroïdes, il y en a trop. Donc on peut plus les nommer, ils ont des noms de code, ils savent plus quoi en foutre tellement qu'il y en a. Et ça devient un vrai problème, ça, le problème du grand nombre. Alors, et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que les dragons, par contre, ils déclinent. Tolkien les fait décliner parce que justement, leur Smaug, donc on est la Terre du Milieu en gros, donc il y a 4 âges. Et nous, si vous regardez le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, on est que dans le 3e âge. On a 2 autres avant. Et les dragons, en fait, la majorité, on va dire, de ce qu'ils ont fait en termes de batailles les plus importantes, les plus épiques, en termes de récits et tout, c'est dans le 1er âge. Ok. Et à la fin du 1er âge, en fait, ils sont presque tous morts, à part quelques-uns. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, il y a eu la guerre de la Grande Colère, donc c'est la bataille la plus épique qu'on peut imaginer, en fait. Et donc, il y a quelques survivants, dont Smaug, en fait. Smaug, voilà, c'est un survivant qui va traîner jusqu'à ce qu'il ait l'idée d'aller se terrer dans le Mont Solitaire. Ouais. D'où, en fait, d'ailleurs, son nom. En fait, ah oui, Smaug, ça vient de Mont Solitaire. C'est une contraction de Mont Solitaire. Ça vient en fait de Smell, de se terrer dans un trou en fait. Ah, en fait, Smaug a à peu près la même étymologie. Voilà. C'est quoi le mot anglais, t'as dit, Smeg ? Non, c'est Smell, mais c'est pas anglais. C'est du vieux norrois, non ? C'est pas ça ? C'est du vieil irlandais ou pas ? Non, c'est pas ça. Non, je crois que c'est plutôt germanique. C'est plutôt germanique. D'accord, je sais pas. Parce qu'après, c'est vrai que Tolkien. Bon, je vous le savais sans doute, hein, c'était un linguiste. Attends, je vais devoir aller. Ah oui, ouais, rien à voir avec Smaug, alors la fumée. Ouais. Alors peut-être qu'il a voulu faire justement. Peut-être qu'il a voulu jouer là-dessus aussi, hein, c'est possible. Peut-être. Mais enfin. En tout cas, il était fin linguiste et il connaissait. C'était plus parce qu'en fait, voilà, c'est Smaug, c'est le dragon qui est terré dans la montagne en fait. Il jouait beaucoup sur les mots, l'étymologie, etc. Il a beaucoup emprunté à certaines légendes, islandaises par exemple, ou ce genre de trucs. Donc, ça serait pas étonnant aussi. Donc voilà, Smaug, c'est le dernier, d'ailleurs, c'est le dernier dragon, le dernier grand dragon, le dernier grand cracheur de feu. Voilà. Et Glorung, c'est aussi un boss. Alors Glorung, lui c'est le papa des dragons de feu, parce que lorsque Mécor a créé des dragons, en fait, il crachait pas forcément tous du feu, jusqu'au jour où arrive Glorung. Du coup, là, voilà. Alors là, on est sur une bestiole littéralement. C'est un gros ver rampant, littéralement. Voilà. Ah oui, lui, il vole pas, lui. Non, les premiers dragons, en fait, les premiers dragons ne volent pas, en fait, pour l'instant. Yes. Encore. En gros, voilà, c'est les dragons, à ce moment-là, ce sont des tanks. D'accord. C'est des trucs qui servent juste à encaisser les coups, quoi.
C'est ça. Et voilà. Bon, alors par contre, voilà, petit point faible. Et d'ailleurs, voilà, j'y reviendrai après vite fait. Point faible. Donc trop son fort. ventre. Ah non, son ventre. Le ventre, en fait, c'est le point faible des dragons, ça, le ventre. Ventre mou. Ventre mou. Ventre mou. Enfin, si on se bat contre un dragon, faut viser le ventre, c'est ça. Enfin. Lui classe, en particulier. Voilà, la classe parce qu'ils ont différentes classes. Et, oui, et là, il a transi, mesdames et messieurs. On a un expert du PPT avec nous ce soir. Attention. C'est Eiffel Reptile. Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça fait plaisir en tout cas. Vous êtes combien là d'ailleurs? Vous êtes 27. Merci d'être présents. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je vois que Tagazin vient d'arriver en particulier. Dans Harry Potter, il faut viser les yeux. Alors ça, c'était quoi? C'était le basilic là? Non, je sais plus. Mais là, tu percer les yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, le basilic, est-ce que c'est un dragon? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Je pense que. Ça dépend comment on les classe. Ventre mou, El Famoso ventre mou. Exactement. C'est une sorte de classe de dragon qu'on les appelle les ventraux. Je m'étendrai pas, ouais, sur un terme latin pour décrire les dragons à ventre mou. Non, je connais pas. Non, tu me laisses dans ma merde là, c'est ça. Ouais. La blague est terminée. Du coup, prochaine slide, on va aller next. Non, mais là, voilà, ça c'est les deux dragons en fait où Tolkien a le plus écrit sur eux en fait. Ouais, et du coup, c'est eux qu'on va retrouver après dans la présentation. Voilà. D'accord, ça marche. Parce que les deux autres, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait, il a quasiment rien dit dessus. Hein. D'accord, là tu les mets pour le plaisir de montrer aussi d'autres types de dragons que Tolkien s'est amusé à décrire. Il a expliqué. Les dessins, là, c'est des dessins officiels ou alors c'est des fanarts, là. Parce que là, si c'est des fanarts, la famille Tolkien, elle va pas aimer ça. Alors, pour Encalagon, c'est une amie, donc c'est Umbra, qui est une artiste qui fait partie, du coup, comme moi, de l'association Paléosphère. Allez, l'association Paléosphère. Instant promo, mesdames et messieurs. Donc, association qui a pour but, en fait, de promouvoir la vulgarisation en paléontologie sur ses différentes formes, en fait. Et notamment du coup l'art avec des artistes. Et donc voilà, il y a Umbra qui adore faire des dragons. Et je trouvais pas de belle du coup, enfin il y avait pas une belle illustration qui me plaisait. Et du coup voilà, je lui ai dit, je lui ai demandé est-ce que tu serais tenté de faire Encalagon? Et du coup je lui ai vite fait parler de la bestiole. Et donc voilà, elle a fait ce magnifique dragon. Alors voilà, de son nom c'est Encalagon le Noir. Du coup elle a respecté voilà le nom. Et donc normalement du coup, si vous allez sur son DeviantArt, donc voilà, Umbra Dan Wolf, l'illustration d'Encalagon, vous l'aurez de beaucoup, la qualité bien supérieure à celle de là sur le PPT. Yes, incroyable. Voilà, pour admirer les détails qu'elle a fait, elle a fait les écailles incandescentes. Les là, les reflets rouges sont vraiment sympas. C'est ça. C'est assez stylé. Merci aux artistes qui nous permettent aussi de faire de belles illustrations. Gros merci Umbra, si tu regardes. Grosse dédicace à Umbra. Des bisous. Et aussi dédicace à l'ensemble de la paléosphère finalement. Oui, aussi. Des gens incroyables. Les copains, mais d'ailleurs je voyais Style là dans le chat. Brosicor a mis un lien dans le chat pour vous permettre de découvrir la paléosphère. Merci, donc c'est quoi? C'est un rassemblement de vulgarisateurs qui parlent de paléontologie sur internet, c'est ça? C'est différentes passionnés, voilà, du moment que tu es passionné. Voilà, quels que soient les formats. Belle commune en tout cas. Le DeviantArt, c'est parfait ça. On a des modérateurs au taquet, hein, Brosicor. Merci. Merci. Fire. Et Scata du coup, rien à voir. Alors Scata, c'est rien à voir parce que là, d'un côté, on a Encalagon qui était le dragon le plus puissant qui a été créé par Tolkien. Il le dit. Lui, c'était le big boss. C'est le boss, d'accord. Voilà. Et à côté, du coup, alors Scata, on est comme Glorung, on est sur un dragon qui vole pas, visiblement. Surtout qu'il s'entortille lui-même là. Voilà. Pas très fut-fut là. Alors, c'est un peu le Snake des dragons lui. Ouais, enfin, c'est encore cette idée, tu vois, de grand vert quoi, au final. C'est quoi, c'est grand vert? C'est vraiment le côté vert serpent, lui, plus du coup que les autres. D'accord. C'est ça, voilà. Oui, plus serpent que... C'est pas la bétélée, quoi, voilà. Et donc, en fait, Scata, il avait un trésor dans une montagne. Et donc là, le monsieur qui vient le déranger, là, c'est Fram, c'est l'ancêtre, en fait, des Rohirrim. D'accord. C'est les chevaliers, les Rohirrim, c'est les chevaliers des plaines. Cavalier du Rohan. Du Rohan. C'est lui qui est au début de tout ça, en fait. Il a trucidé du dragon. D'accord. Il a trucidé Scata. Dragon Slayer. Incroyable. Exactement. Quel boss. Et en fait, cette image, du coup, donc elle a été faite pour les films de Peter Jackson. En fait, c'est une des tapisseries en fait qui sont du coup dans la cité de Théoden. Ah oui, ça me. Et c'est très furtif. C'est vraiment pour les fans hardcore comme toi, quoi. Ouais, c'est les détails qu'il faut chercher, que tu apprends avec les bonus ou dans des bouquins, etc. Voilà. Yes, énorme.
Toi aussi d'un dragon au petit déjeuner, chacun son hobby. Alors là, on me demande. Alors vite fait pour la taille d'Encalagon, je vois qu'on parle de ça dans le chat. En fait, ça vient d'une mauvaise traduction. Parce qu'en français, au lieu de traduire par plus puissant, il y a des traductions en fait, où il a été traduit par le plus grand en fait. Ah ouais. Et sauf qu'en fait, c'était pas le sens de plus grand dans le sens de la taille. C'est the greatest dans le sens de plus un, le plus. Exactement. The greatest. Ah, c'est beau ça. Voilà. On apprend de l'anglais aussi dans ces émissions, c'est ça qui est beau. Hein. On est multidisciplinaire ici. C'est important. C'est important la multidisciplinarité, effectivement. C'est un combat de tous les jours. Du coup, alors voilà, pour finir là-dessus, sur cette origine. Sur les origines des grands-mères. Donc voilà, 2 dragons majeurs qui ont inspiré en fait du coup tous les dragons en fait de Tolkien. On retrouve des divers éléments. Donc les deux, ici donc Fafnir et le dragon de Beowulf, ce sont des gardiens de trésors. Le dragon de Beowulf par exemple, gros point commun avec Smaug, quand il y a un objet qui a été du coup piqué de son trésor, ça l'a réveillé, il s'est énervé et il est allé démolir un village qui était au bord d'un lac. En plus, un village au bord d'un lac. Il s'appelle comment déjà dans celui de Tolkien c'est Lac-Ville. C'est Lac-Ville, ouais, c'est ça. Parce que vous aurez remarqué que c'est le décor où on est actuellement pour faire ce live. Nous, on a fait escale à Lac-Ville pour parler de dragons. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Surveille ton appart. Il va peut-être se passer quelque chose à la fin du live. Restez jusqu'au bout justement pour savoir si on va rester en vie ou pas. Exactement. Et du coup, Fafnir à côté, alors lui en fait, Fafnir à la base c'était un homme qui s'est changé en dragon à cause de trésor maudit. Et du coup il se fait tuer à cause de son ventre mou. Ici, ouais, d'accord. Ça vient et pas parce qu'il y avait Faf dans son nom, quoi. Non. Bien tenté. Il aurait pu, hein, je sais pas. Il s'est fait cancel, tu vois, parce qu'il y avait écrit Faf dans son nom. Excusez-moi, mesdames et messieurs, c'était trop tentant, là, je me retenais, j'ai craqué, je suis désolé. C'est pas grave. Ça ne sera pas clippé de toute façon, tout va bien. Alors, donc il était ventre mou et à cause de son ventre mou, on l'a tué. C'est le point faible, qui est utilisé par le héros de l'histoire. S'il a loué un costume de dragon, je ne follow. Si seulement j'avais anticipé à tel point le live. Vous verrez la fin. Ça aurait été épique. Lac-Ville. Non, il n'y a jamais eu de lag sur ce stream. Enfin, là pour le moment, on est à 0 image perdue, donc c'est bien. C'est de là que vient le lien dragon-dinosaure. Est-ce que le ventre du dragon? Pourquoi il y a un lien? Je pense que c'est une référence. Dragonose, est-ce que tu fais une référence aux vidéos de Cédric Jurassic et notamment de The Top Man? C'est peut-être la ref. Je pense. Yes. Bon, mais toi, en gros, d'où ils viennent, qui sont les dragons de Tolkien. D'accord, ça c'est les sources d'inspiration, donc ce sur quoi s'est basé Tolkien pour lui-même créer ses propres univers. Grosse inspiration. En plus, c'est vrai que Beowulf, pour le coup, on a vraiment l'impression que c'est Smaug, quoi. Portrait craché. Exactement. Il y a plein d'autres éléments comme ça dans l'univers où tu dis, ouais, ça ressemble énormément aux trucs comme l'anneau qui permet de rendre invisible, là, c'est l'anneau de Platon, je crois, je me souviens plus. C'est dans une légende grecque. C'est ça, c'est dans un conte un peu moralisateur là qui te fait transformer. Je suis mauvais en anneau, je suis bon qu'en dragon. Non, mais pour l'anneau, ouais, en fait c'est un conte dans lequel en fait il y a un anneau de pouvoir qui te permet de te rendre invisible, qui est découvert par quelqu'un qui est initialement issu d'un milieu très modeste parce qu'il est paysan, je crois, un truc comme ça. Et il découvre dans son champ l'anneau. En fait, le pouvoir d'invisibilité lui permet vraiment de faire plein de méfaits qui lui permettent de progresser dans la société. C'est pas très gentil. Jusqu'au jour où finalement ouais, c'est ça. En fait, il devient roi en assassinant le roi et en épousant je sais plus comment, la reine. Enfin bref. C'est un peu Emmanuel Macron. En fait, il est sorti de nulle part. Ouais. Arrête, on va se faire bannir là. Je vais pas réussir mon histoire. Quand c'est pas moi qui troll, c'est toi. À nous deux, on va pas réussir à faire un live correct. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, il a cet anneau incroyable. Et en fait, à la fin, c'est un conte dans lequel c'est Platon qui raconte ce conte. Mais dans ce conte, en fait, il y a 2 personnages. Il y a un personnage qui raconte ce conte à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est une méta-histoire. Ok. En fait. Et en fait, la morale, c'est que le mec qui raconte l'histoire veut défendre l'idée que quand on donne du pouvoir à l'homme, il est intrinsèquement mauvais. Enfin, il va finir par s'en servir pour faire le mal et être égoïste, tu vois, que pour lui. Et je crois que dans l'histoire,
justement, Platon défend l'inverse avec son autre personnage qui a écouté le conte et qui en fait apporte des arguments pour dire oui mais non en fait. Tu vois. Je crois qu'en fait c'est un conte philosophique, mais m'en demande pas plus parce que je connais pas bien le fin mot de l'histoire et comment il s'est débrouillé pour nuancer justement. Il y a peut-être un expert dans le chat. Un expert de philosophie, ouais, ça serait bien. On manque de philo en plus dans ce live, dans cette émission. Voilà, un point faible. Il y en a, c'est le ventre mou, il y en a d'autres, c'est la philosophie. Et ouais. Bon, ok, c'est super intéressant en tout cas, de comprendre un petit peu mieux les origines. Voilà, et donc, les grands vers. Alors, ce qu'on appelle les grands vers, parce que c'est le terme employé, c'est quoi grand vers en fait? Ça vient, c'est le terme scientifique ou c'est le nom? C'est juste, c'est c'était en écho à Tolkien. Voilà. C'est la famille des. C'est ça. Des dragons ou vers, enfin là, comme tu disais, le terme est interchangeable, et il y en a qui peuvent pas voler, qui n'ont pas d'ailes, il y en a qui ont le ventre mou, il y en a d'autres qui n'ont pas le ventre mou, d'accord, il y a plusieurs types, quoi. C'est ça. Quel volume pour les grands vers? On n'arrête plus. Et il a pas fini alors? Non, il a pas fini, hein. Allez, vite. Bon, eh ben, on rentre dans le sujet là. Deuxième partie, identifier les dragons à partir d'une gravure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors là, du coup, on va commencer avec l'exemple du bouquin. Alors, ils ont pas mis les images. D'accord. Du coup, je suis allé les chercher. Donc ça, c'est de quel bouquin on parle? Alors, dans Tolkien et les sciences, du coup, en fait, pour travailler sur les dragons, donc l'auteur du chapitre, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est basé d'une part sur, du coup, les descriptions dans les romans, legit. D'ailleurs, il a fait le choix de travailler qu'avec les romans, d'ailleurs. Alors, les romans, tu parles du Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, c'est ça, alors, essentiellement? pour le coup, voilà, c'est ça, exactement. Donc, pour le coup, juste, voilà, le Silmarillion et le Hobbit. D'accord. Les deux. Et aussi, donc, il s'est basé sur 2 dessins réalisés par Tolkien. Parce que Tolkien réalisait quelques illustrations. Hein. Il dessinait, il était lui-même un peu dessinateur, il avait une petite... incroyable. Donc ça, c'est le dessin de gauche est fait par Tolkien, c'est ça? Les deux. Les 2 dessins sont faits, ce sont Smaug et Gloreng, sous la plume enfin les pinceaux, les crayons de Tolkien. Et voilà, donc c'est son matériel de travail. Ouais. Alors, du coup, comme il le nomme, ce sont nous, si on était un biologiste ou un paléontologue, etc., qu'on s'intéresserait. Voilà. Ça, c'est toi, ça? Par exemple, voilà. Donc, ça, pour moi, pour nous, ce sont des iconotypes. C'est quoi ça? Alors, le type, c'est le spécimen sur lequel tu travailles. D'accord. Et donc là, iconotype, tout simplement, c'est du coup un spécimen de référence en image. Voilà. Ah, en image, ça, comme ça veut icône, dire que iconographie, d'accord, l'image, l'iconotype, donc une image du... mais quand on dit image, ça peut être une photo, un iconotype par exemple? Alors généralement, c'est plutôt, une illustration. C'est des dessins. Si on prend une photo d'un chat, on dira pas que c'est un iconotype de chat. Non, voilà, non. Parce que là, c'est une photo, donc c'est un vrai truc. Alors que dans l'iconotype, il y a l'idée que c'est faux parce que, enfin, c'est représenté. C'est représenté, ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, voilà, donc on a la chance, on va dire, d'avoir il a eu la chance d'avoir ces 2 illustrations de Tolkien pour la suite, ce qui est assez important. Et je vais y revenir après, mais juste, du coup, des iconotypes vrais. Alors, les iconotypes, ça se fait plutôt en botanique, donc peut-être tu pourras voir ça avec Eléa, par exemple. Ah oui, parce que là, il y a tout un panel, justement, avec les planches végétales, etc. Oui, c'est très très beau. Mais voici un exemple zoologique, alors que j'ai tenté de prendre, du coup, proche des dragons. Du coup, je suis allé chercher un varan. Donc ça, c'est le varan jaune, qui est un varan d'Asie. C'est pour ça qu'il est jaune? J'osais pas la faire. Il l'a fait. Non, on oublie, on excuse tout, on pardonne tout, mesdames et messieurs. C'est la première soirée, on se retrouve à 2 à faire une émission, je suis désolé. Il s'est rien passé sur ce stream. Les varans, c'est aussi ce qu'on appelle les dragons, non? Le varan de Komodo, dragon de Komodo. Ouais, lui, voilà. Mais c'est la Komodo parce que ça vient de l'île de Komodo. Lui, voilà, c'est un lointain cousin, c'est petit gabarit, hein, il est bien grépposard et tout. Enfin, donc là, voilà, un vrai iconotype qui a servi pour, du coup, cette espèce. Mais les iconotypes en zoologie, on les utilise plus trop, d'ailleurs. Enfin, on le fait même carrément plus. Pour une très bonne raison. Donc, là, j'ai mis, du coup, une photo de l'animal et à côté le dessin. Et je pense que déjà là, tu dois te dire, il y a des différences là quand même. Hein. Ouais, bah alors le dessin est quand même bien fait. Hein. Moi, j'aurais pas réussi. La couleur. Si on devait me demander de dessiner le truc en photo, je pense que j'aurais pas. Oui, alors effectivement, le truc en couleur, il paraît plus jaune dans la vraie vie. Mais après, voilà, bon, là, la couleur, ça va, il restitue bien les motifs. Là, il a vraiment le ventre mou là pour le coup.
Oui. C'est un ventre mou, lui aussi, ou pas? Ouais. Mais bon, avant que tu l'atteignes, à mon avis, t'auras soit fouetté avec sa queue, soit il t'aura mordu avec les dents ou griffé. Ah ouais, il est vraiment si... les varans, il faut pas les embêter. Les varans, ils sont... Surtout que là, on se rend pas trop compte de la taille. Enfin, je sais pas, il m'a l'air petit quand même, non? Oui, t'es sur là autour du mètre, à peu près, un peu plus. D'accord. Enfin, c'est pas un gros varan, mais bon, ça fait vite bobo quand même. Hein. D'accord, ouais. Mais donc, en gros, donc voilà... pour un scientifique, donc par exemple, qui voudrait utiliser la morphologie, donc là déjà tu vois que sa tête, par exemple, c'est pas la même là que sur tu vois l'animal. Ensuite, autre truc qui est important chez les reptiles notamment, c'est les écailles. Les écailles sur le dessin, là, elles sont, enfin, il a fait ce qu'il a pu, mais elles sont grossières et tu peux pas travailler avec. Alors que pourtant, c'est un critère d'identification. En fait, justement, la forme, la disposition et tout des écailles, voilà. Et donc ça, donc déjà là, tu vois, t'as des problèmes rapidement majeurs, c'est qu'au final, voilà, t'as trop de biais en fait rapidement en fait avec. Oui. Et mais pourquoi on continue de faire des dessins à ce moment-là? Parce que depuis l'invention de la photographie, est-ce que ça sert encore de faire des iconotypes du coup? Parce que si ça... Ah ben non, mais en zoologie. Quoi? Ah non, mais c'est fini. Ça n'existe plus. Ah oui, là, tu nous parles d'un temps que les ça, c'est déjà assez. Oui, ça, je suis allé le rechercher sur. Là, tu nous fais une histoire de la discipline. Ah oui, ça, je suis pas allé le prendre sur une publi qui est du 21e siècle. Oui, on est d'accord. Non, mais quand même, on se respecte maintenant, on prend des photos. Quoi. Oui, voilà. Il vaut mieux. Et puis, autre point aussi, c'est qu'un des gros problèmes de l'iconotype, c'est que. Au final, le spécimen, vu que c'est du papier, si jamais tu as envie de le revoir après et de par exemple le disséquer ou autre. Ah oui, là tu nous montres comment, là je comprends, tu nous montres ça pour dire les limites d'employer une image, parce que là en fait, pour rappel, on se sert d'un chapitre du livre Tolkien et les sciences. C'est un chapitre qui a été écrit par un auteur qui est un paléontologue, je me souviens plus, c'est Jean-Sébastien Stein. Non, alors lui c'est Stéphane Jouve. C'est Stéphane Jouve. Qui est un paléontologue spécialiste en particulier du coup des crocodiles fossiles. Donc je dis ça au sens large, mais en soi il a des groupes bien spécifiques. Ouais. Donc... Mais donc on voit lui son truc, voilà, c'est un paléontologue qui est plutôt orienté côté reptilien en fait. Donc Stéphane Jouve, il a écrit un chapitre dédié justement au dragon, et il faut qu'il se base sur des sources, quoi, enfin des ressources pour pouvoir savoir comment est représenté, comment est décrit les dragons de Tolkien, et donc il a dû se servir aussi des dessins. Bah oui, parce que bon, il a pas les dragons. Voilà, il a pas les dragons. D'où le fait que tu montres les limites aussi de se servir d'un iconotype. Voilà. Okay. Donc je comprends les limites. Mais bon, il a pas le choix, donc il va faire avec. Bah toi-même tu sais, hein, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Avec le peu d'argent que nous alloue le ministère de la Recherche. Alors, on continue. Oui. Donc, petit... regard en détail du coup sur Glorung. Ouais. Donc voilà, ça c'est... on voit un petit peu mieux, etc. Alors notre cher Glorung... Alors là, il a une tête verte déjà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il a pas parlé de la coloration. Ah bon? Mais bonne observation, il a la tête verte. Alors c'est un truc... Bon, il a pas détaillé ça, mais c'est un truc qu'on aurait pu développer. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a des animaux qui ont vraiment une tête de couleur différente? Oui, tu peux. Ça peut être un signal sociosexuel en fait. C'est comme, c'est genre les pigeons. On pourrait l'interpréter comme ça. Non, tu penses peut-être au canard colvert en fait. Ah oui, c'est ça. Mais oui, tu peux retrouver ça chez plein d'animaux. Enfin, d'ailleurs, notamment du côté des reptiles au sens complet, oiseaux compris. Oui, la couleur, c'est assez important. C'est vrai que comme dit Sinarta, ça fait pas mal asiatique la manière dont ça est dessiné un petit peu. Le style, non? Je sais pas. Ah, j'ai jamais pensé ça. Un dragon asiatique. Ouais, bah il a fait voilà. Justement après, d'ailleurs, voilà, il est bien allongé. On voit qu'il est un peu annelé et tout. Alors un premier détail qui est assez important, c'est la langue, parce que sa langue n'est pas bifide. Bifide? C'est quoi ça? Coupé en... Bifide. Ah, c'est une langue qui... Comme les serpents par exemple, tu vois, en fourche. En fourche. Voilà, là tu vois, il n'y a pas de langue fourche bifide, là. Du coup. C'est le terme... D'accord. Ah oui, c'est une langue bleue. Alors bon, là j'ai pris... C'est quoi ça? Voilà. C'est quoi comme animal ça? Alors voilà. Donc ça c'est un 5. Quoi? Un 5. Pas le 5, hein. Un 5. Donc c'est un lézard. Ça s'écrit comment? Avec un S. S-I-N-C? S-C-I-N, ouais. S-C-I-N. Ouais, c'est un 5. Ça finit par quoi? Q-E? Q-E. Ah oui, d'accord. Non, vraiment, c'est la première fois que j'entends ce mot, d'accord, un 5. Et c'est quoi? C'est un type de serpent, les 5? Non, ce sont des lézards. Sick. Ah non, c'est un lézard. Ouais. C'est un lézard.
tu vois, c'est petit, c'est mignon. C'est un gros lézard quand même. Ça peut être... Bah, t'en as pas mal, tu vois le diamètre là du Yeti? Ouais, t'as à peu près ça, voire même plus, hein, souvent. C'est pas mal. C'est dangereux, ça? Non. Bon, c'est sûr que si tu mets la main dans la bouche, bleue, là. ça fait pas du bien. Hein. Il mord fort, enfin il pince fort, mais bon, tout est relatif après. Il pince sans rire. Allez, du coup. Donc voilà, donc point important, donc voilà, il a pas la langue bifide. Donc là déjà ça élimine du coup la quasi-totalité en fait des serpents, des lézards, voilà. des serpents, etc. Et pourquoi alors du coup je m'appuie là directement du coup sur un 5 parce que notre cher Smog, enfin bon c'est au final, enfin là je retraduis du coup ce qu'il y a dans le chapitre. Bien sûr. En plus de ça, son ventre, comme on l'a dit, il n'est pas protégé, contrairement à son dos. Et bien d'ailleurs, ça tombe bien parce que chez nos copains... Donc c'est les sycomorphes, c'est ça? Alors voilà, syncomorphes parce que en gros c'est ceux qui ressemblent aux 5. Voilà, c'est ça, c'est le groupe le plus large que tu peux faire avec tout ce qui est le plus proche en fait des 5. Ok. Et donc là, voilà, donc sur leur dos notamment, donc c'est parcouru de ce qu'on appelle des ostéodermes. Donc en fait, ce sont des os, littéralement, mais qui sont pas impliqués du coup dans le squelette en fait. C'est des os qui viennent dans la petite révision des couches de la peau. Donc tu as l'épiderme. Okay. Et donc là, voilà, ce sont des os qui viennent se former en fait dans le derme. D'accord. Donc entre l'épiderme et le derme. Non, enfin ils sont vraiment dans le derme. Ils sont vraiment dans le derme. Ok. Et bah, du coup, ça fait une espèce d'armure naturelle. Une carapace, enfin des écailles qui te protègent. C'est un renforcement, voilà. Parce que l'écaille, c'est quoi de base? Normalement, c'est la kératine. Mais c'est à la surface, l'écaille, c'est au niveau de l'épiderme. Voilà, ça dépend. Mais normalement, voilà, c'est une couche, c'est une couche kératineuse épiderme. Qui a l'extrémité superficielle, du coup. Ouais. Okay. Alors que là, c'est sous la peau. C'est un vrai os qui est en dessous, voilà. C'est en dessous de la peau et ça tanque. Exactement. Ça tanque bien, ça. Et lui, il a la langue, du coup, pas bifide. Pas bifide, voilà. D'accord. Donc, il correspondrait bien à notre dragon dessiné, quoi. A priori. Les 5. Donc voilà. Donc lui... Est-ce qu'on peut dire que les syncomorphes, c'est un peu le club des 5, du coup? Allez, je valide. Tu valides? Parce que j'aime bien, ouais, j'avoue. Merci. Est-ce que le chat valide, par contre? Je sais pas ça. Oh, si, quand même. Enfin, alors, du coup, pour un peu les replacer, donc là, voilà, donc ça, c'est du coup sur ta chaîne, avec plusieurs émissions que tu as fait, voilà, les gens commencent à avoir l'habitude de voir des arbres phylogénétiques. Donc là, voilà un arbre simplifié des squamates, donc c'est les lézards, les serpents et compagnie. En gros. D'accord. Version simple. Donc voilà, donc Glorung est un syncomorphe. Donc là, vous avez la place des syncomorphes par rapport à d'autres lézards, comme par exemple les geckos ou les iguanes. Donc Ah oui, les varans de Komodo, là. Enfin, les varans, tout voilà, en gros. Ouais. Donc là, voilà, ça donne... Voilà, ça donne les une geckos sont pas mal éloignés du reste du groupe. Oui. Enfin, alors, l'arbre... Je suis resté quand même, tu vois, je suis pas allé hyper exhaustif. Oui, bien sûr. C'est pour la vue d'ensemble, en gros. Du groupe, là. Donc en gros, donc Glorung, il est plus proche du coup, justement. Alors, il partage un ancêtre commun en fait avec les serpents, les varans, les iguanes, etc. Ouais. Il est plus proche d'eux qu'il ne l'est par exemple des geckos. Ok. À titre d'exemple. Ouais, pour illustrer un petit peu. Tiens, en fait, je me demande si... un pointeur. Ouais, en fait, si tu fais ça, là, tu vois, paf, il voit le truc. C'est la technologie. Par contre, le pointeur, je peux pas l'avoir parce que j'ai la version pas achetée. Ouais, juste avec le truc. Vas-y, donne réexplique l'exemple du coup pour ceux qui ont du mal à lire l'arbre parce que tout le monde n'est pas paléontologue, tout le monde ne connaît pas n'est pas biologiste et n'arrive pas forcément à comprendre cet arbre. Donc ici à ce niveau-là, donc en fait, on a du coup les nœuds de l'arbre qui sont censés représenter des ancêtres communs qui sont hypothétiques. Hein, voilà, donc on n'a pas forcément les traces fossiles, quoi, c'est ça? Non, voilà, on peut pas. Ça, c'est un artefact méthodologique, en gros. Mais au moins, tu peux se dire qui est le plus proche de qui, tout simplement. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que du coup, Glorung, en tant que syncomorphe, il a un ancêtre commun, en fait, avec tout ce paquet. Ouais, parce que qui est plus récent que celui qu'il a avec les geckos. D'accord. C'est les intersections, les ancêtres communs, c'est les intersections, et vous regardez où vont les intersections, de quel côté, et donc les Glorung, ils ont un ancêtre commun avec tout l'autre groupe, et lorsqu'on exclut les geckos. C'est ça, voilà. Donc ils sont encore plus, ils sont plus éloignés en fait des geckos.
Et d'accord. Donc ça, c'est un arbre qui est réel, hein. Là, c'est pas de la fiction. Ah oui, oui. Et ben du coup, voilà, bon, en gros, c'est le... Ben, il a vraiment fait, hein, il le dit dans le bouquin, il a vraiment pris les dragons de Tolkien, Stephen Jouve, et il les a mis, du coup, il les a codés, du coup, dans un jeu de données avec, du coup, voilà, des lézards, des serpents, etc. Et là, il s'est rendu compte que, avec les caractéristiques dont on a parlé, voilà, donc, précédemment, il se rapproche plus des syncomorphes. Donc ça a l'air d'être un syncomorphe. Voilà. D'accord. Alright. Maintenant, Smaug. Smaug. Alors, Smaug, ça devient déjà un peu plus complexe. Si on regarde la langue, pour repartir comme tout à l'heure, pour pas se perdre. Parce que Smaug, alors, il le dit, voilà, il a une langue bifide. Bon. Ouais. Le pinailleur dirait qu'il a une langue trifide. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Là, si on commence à... Est-ce que ça existe le trifide dans la nature? Ça peut, par mutation, par anomalie, voilà, tu peux avoir par exemple les fourches qui sont mal faites. Ou qui mais c'est des cas rares. Enfin, je veux dire, c'est à cause de mutation, voilà. C'est pas l'espèce de base qui a ça, quoi. Alors, on peut considérer là, puisqu'on est dans un truc de fiction, que cette langue trifide, c'est une catégorie particulière de langue bifide. Voilà. Et que là, on peut imaginer voilà, que s'il a la condition trifide, c'est que c'est lié à la condition bifide que ça pop pas. Oui, d'accord. Bon, on extrapole, c'est fictif. Hein. D'accord, oui, bien sûr. Mais bon, on va faire simple, voilà, comme il a fait, donc on va considérer que c'est bifide. Ouais. Alors la langue bifide, voilà, là, c'est... Il y en a plein qui en ont, là. C'est le bordel, hein. Il est trop mignon, là, celui qui est là. il est pas trop kawaii. Alors ça c'est justement... C'est un amphisbène. C'est quoi? Un amphisbène. Un amphisbène? Voilà, c'est... On aurait pas appelé comme ça. Hein. Ça s'appelle comme ça. C'est gentil au moins ou pas? Oui, ça c'est très gentil. C'est souvent fouisseur. Te dire quoi, fouisseur? Ça dans le sol. Ça fouille, ça va dans le sol. Il creuse. Comme les nains. D'accord. T'aimes bien les nains, toi? Non. Fantastique. Les dragons. Incroyable. Donc bon, il a cherché d'autres caractères. Et donc notamment du coup dans les autres caractères en fait qu'il a cherché. Donc il s'est rendu compte avec les descriptions, etc., que Smaug, alors lui, il est blindé, mais de partout. Même le ventre, il est blindé. Le Smaug, c'est ça? Comme tu veux, juste en regardant l'image, tu vois qu'il est blindé, c'est ça? Non, mais il a avec les descriptions aussi, d'accord, voilà, ok. Le ventre de Smaug. Il y a une armure partout. Alors que chez l'autre, qui avait le truc au niveau du... C'est que sur le dos. Au derme, c'était que sur le dos. Voilà, d'accord, ok. Voilà, Smaug, et ça, déjà, si on ajoute ça à la langue fourchue, déjà, ça élimine des possibilités. Et donc, notamment, du coup, Smaug appartient à un groupe qui s'appelle, d'après son analyse, du coup, les Monster Soria. Alors, c'est un groupe qui existe vraiment, hein. C'est pas un nom qu'il a inventé, hein, je précise. Ah ouais. Parce que là, on pourrait croire à Monster Soria que ça a été inventé. Les monstres, machin. Voilà, ça a vraiment été inventé. Donc là, notamment dans ce groupe, on retrouve des lézards qu'on appelle les zélodermes. Donc c'est des lézards qui sont connus depuis un moment pour être venimeux sur le net. Ah bon? Bon, c'est pas les seuls lézards venimeux. Ils sont venimeux que sur le net ou ils sont venimeux Non, dans la vraie vie. Donc là, vraiment, te fais pas mort. Ouais. C'est juste pas, c'est pas que des trolls, quoi. Non, pas du des tout. Trolls dans la vraie vie, quoi. Ils sont toxiques, pas que sur Internet, mais dans la vraie vie également. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, donc on les retrouve en Amérique, ces zélodermes venimeux. Et il y a des jeux de boissons là-bas. Alors c'est pas comme nous, nos jeux de boissons à nous. Là-bas, le jeu de boissons, c'est quand justement le lézard a la bouche ouverte. Ouais. C'est tu bois, tu mets la main dedans et puis après tu la retires avant qu'il la ferme. Mais quelquefois, du coup, tu te fais mordre et après, du coup, t'as le venin. Enfin, voilà. Après, tu meurs, quoi, c'est ça? Non, pas jusque-là quand même. Le venin, il te fait quoi en fait? Non, c'est pas un venin. C'est pas un venin très dangereux? Ouais, ça ira pas jusqu'à te tuer, mais ça laisse des séquelles pas ouf quand même. Voilà. C'est pas très malin, quoi. Voilà, c'est un jeu à la con, quoi. Exactement. Faites pas ça. Moralité, la vie d'alcool, mauvais pour ça. C'est ça. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on boit de l'eau. Tu veux pas une petite binouse? Après l'émission. C'est pas comme s'il y avait un frigo. Donc attends, je reprends parce que sinon je vais pas rester sérieux là. Donc, c'est de la science avant tout. Hein. Exactement. Donc voilà, donc Smaug se trouve être un Monster Soria. Ouais. Donc c'est un cousin des zélodermes. Donc c'est pas le même groupe que notre cher Gloreng au final. Ça c'est intéressant parce que tu vois, du coup, de base on aurait pu se dire les dragons ils vont peut-être tous finir ensemble. Ouais. Et ben non.
Pas du tout. Bah non. Alors après, d'ailleurs... son propre... Du coup, il fait partie du... Bah, je sais pas si l'arbre, tu vas le montrer après. Oui, après. D'accord. Alors, juste petit détail, du coup, pour parler d'un Monstersauria fossile, parce que Smaug, là, quand on regarde son crâne, ça c'est ce qu'il dit, on a l'impression qu'il est plutôt allongé. C'est pas un gros crâne court et trapu comme les élodermes, là, tu vois, là, ça fait boule, là, tu vois, ça fait bulldog. Ouais, c'est un peu... C'est un peu affaissé, quoi, sa tête. C'est ça, tu vois, même là, tu vois, là, c'est... Ouais, ça fait pas vraiment... Bon, là, il faut dire aussi qu'il y a une surossification, là, d'ailleurs, du crâne. Ouais, c'est toi la surossification. Bah, en vrai, tu sais que c'est pratique, donc en vrai, j'aimerais bien. C'est pas une insulte, mais... Avoir des suros. Mec, là, t'as un casque naturel, mon gars. Tu mets tes coups de tête comme ça. Bah ouais, t'es tranquille. Les gens, tu leur mets... C'est terrible. Je les mets KO avec mais c'est trop bien, un coup de boule comme ça. Eh oui. Énorme. Et donc là, du coup, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'avec ce crâne plutôt allongé, ça le rapproche plutôt, justement, de Monstersauria fossiles comme là, Eos Aniwa. Qui, c'est vrai que d'ailleurs, au final, lorsqu'on regarde un peu, bon... C'est kiff-kiff, quoi. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Et donc, eux, leur particularité, c'est qu'en fait, ils ont des armures partout, là, c'est ça? Enfin, ils fit bien avec l'idée de... Parce qu'ils ont de la... Ce fameux truc qui est au niveau du derme. Ouais, les ostéodermes. Ils les ont partout sur tout le corps. Même sur le ventre. Donc ils sont bien protégés, quoi. C'est vraiment des durs à cuire, quoi. On peut le dire. Non. Donc effectivement, voilà. Donc si on reprend l'arbre de tout à l'heure, donc là, lui... Donc les Monstersauria, donc je les ai pas mis parce que là, on rentre dans des groupes, en fait, qui sont précis. Comme je t'ai dit, voilà, on reste sur un truc général. Oui, d'accord. Donc Smaug, en fait, il se retrouve là dans ce paquet. En guimorphe avec les dragons. Les varans, voilà. Les varans. En gros, voilà. Ils sont là-dedans les... Comment ils s'appellent les machins? Les élodermes. Élodermes. Donc là, c'est le paquet... les Monsteria, c'est ça? Monstersauria. Les Monstersauria, pardon. Je vais pas réussir à retenir les noms, mais j'en retiens un peu les features. C'est en gros, enfin, je pense l'idée de base, de toute façon, c'est de retenir voilà, qu'ils sont pas Smaug et Glorynx. On dit que c'est deux dragons, mais en fait, ils sont pas ensemble. Ouais. Oui, d'accord. En fait, ils font pas partie de la même espèce, quoi. Et ça, c'est un vrai travail scientifique du coup qu'on peut faire parce que c'est comme si tu dis voilà, vu qu'on parle d'eux comme un dragon, tu vois, teste ton hypothèse. Est-ce que dragon, tu vois, c'est un groupe naturel? Ben analyse, non en fait. Voilà, parce que les deux, ils sont séparés, ils vont pas ensemble. Incroyable ça. Voilà. Il y avait une question, on parlait de morsure. Il y a Dragonos qui demande si la morsure de dragon de Komodo, bactérie ou pas bactérie? 0 bactérie, du venin. C'est que du venin? C'est que du venin. S'il n'y avait pas une histoire comme quoi ça pouvait être des... Non? Alors, c'était il y a longtemps, en fait, justement, c'est un peu, tu sais, c'est le genre d'histoire classique dans l'histoire des sciences, tu sais, c'est quelqu'un qui a écrit ça à un moment. Qui avait une hypothèse sur quelque chose. En fait, voilà, il a jamais testé l'hypothèse des bactéries, il avait écrit ça, et ça, enfin, tu vois, c'est repassé dans la littérature, c'était un peu sexy comme hypothèse. Ouais, voilà, et puis jusqu'à ce qu'il y ait des biologistes qui aient fait des tests. Par exemple, faut le dire, le dragon de Komodo, en termes de bactéries dans la bouche, en fait, il en a, enfin, sa composition bactérienne, c'est pas différent, par exemple, du lion, quoi. Ah non. Ah oui. Parce qu'il bouffe la même chose, quoi. En fait, voilà, ça mange de la viande, t'as des bouts de viande qui restent, ils se brossent pas les dents. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça fait... Voilà, il n'y a pas plus de bactéries nocives que ça. Par contre, il a du venin, et ça, il y a notamment, donc il y a des scans qui ont été faits donc, de tête, et on voit du coup les canaux à venin dans la mâchoire inférieure des varans de Komodo. C'est ouf. J'avais vu une vidéo une fois, je crois en Café Croissance, je sais plus pourquoi j'avais regardé le varan de Komodo, une vidéo sur comment il chassait et tout. C'est le truc qui va à 2 à l'heure. Et il se rapproche à 2 à l'heure de la proie et jusqu'à ce qu'il soit assez près. Et après, d'un coup, il en fait, il joue juste sur le fait que ces proies, des fois, elles sont un peu de temps, parce qu'en fait, elles font pas gaffe, quoi. Mais notamment les buffles, parce qu'ils sont gros, ils font un peu, ils sont rien à faire. Ouais. Et sauf que du coup, le varan de Komodo, donc là, il mord, il injecte son venin. Et son venin, ce qui est génial, c'est que c'est une hémotoxine qui, du coup, la coagulation du sang. Et tu oublies, du coup la plaie elle reste ouverte bien longtemps, donc il saigne elle saigne tranquille, et du coup là par contre, là la plaie qui reste ouverte, là c'est porte d'entrée pour les bactéries, donc sans compter que le buffle il aime bien se baigner dans de la boue dans laquelle il chie. Ah ouais, désolé si vous êtes en train de manger, voilà. Il y a une sens, ça va, c'est les 22h on sait jamais, peut-être un gars avec sa pizza d'un coup là il entend une merde de buffle, tu sais pas, n'hésitez pas à dire dans le chat si ça vous arrive en tout cas. Et donc du coup ça vient, il est pas très propre. Ça vient de là. Et donc oui, ça vient de là l'idée du coup que les bactéries ont tué les proies. Bah oui, parce que après coup, si la plaie est grande ouverte, c'est la porte ouverte. Et en fait, c'est ça en fait, c'est un peu ça la stratégie en fait. Soit la proie il arrive à l'abattre sur son attaque, soit si elle est trop grosse et qu'elle s'échappe,
Bah en fait, elle va finir par mourir à un endroit et lui, il va retrouver le cadavre et il va bouffer. Tout simplement. Stylé, ça. C'est bien fait, la nature. Ouais, ils sont forts, ces dragons. Ils sont très forts. Voilà. Et du coup... Ouais. Alors, est-ce qu'on peut identifier des dragons à partir de gravures? Ouais, parce que là, on a vu les images. C'était Tolkien et les sciences. On a vu des images, des illustrations, et là, c'est des gravures de la vraie vie, là. Exactement. Donc, eh bien, oui. C'est des gravures qui datent de quand, ça? Alors, on a du 14-15e pour les plus anciennes, et puis on va jusqu'au 17e. Ok, donc ça, c'est des gravures qui sont dans un contexte particulier. C'était pour décrire quel dragon, ça? C'était des dragons. Alors généralement ça c'est des dragons qui étaient prétendument du coup qui avaient été tués et du coup les corps avaient été conservés et étaient exposés à des fins notamment monétaires. D'accord, c'était des faux. Les gens. Est-ce que c'était des faux? That is the question aussi. Mais je crois que les gens veulent la réponse. Hein. Du coup, ça voudrait dire que les dragons existent? Mais alors parce qu'il faut se dire un truc, c'est quoi là? Il y a des personnes. Ouais. Parce qu'ils ont entendu parler du coup de ces gravures. C'est pas genre cabinet de curiosité et tout, c'est pas. C'est dans cette époque-là, on est dans ce contexte. Mais il y a des personnes qui se sont dit, ah, et si ça c'était par exemple des ptérosaures. Donc les ptérosaures, donc ces reptiles volants fossiles qui vivaient avec notamment les dinosaures, par exemple, le ptéranodon dans Jurassic Park, c'est un ptérosaure. C'est un ptérosaure, le ptéranodon, ouais, lequel je vois. Donc là, il y a des gens qui se sont dit, ce serait pas des ptérosaures, etc. Et ça, c'est arrivé à l'oreille d'un sourd. Voilà. non, du coup, sinon il aurait pas pu raconter l'histoire. Ouais, voilà. C'est terrible. Et exactement. Alors, et de qui, du coup? D'un biologiste. Un biologiste. Un peu anatomiste et paléontologue sur les bords, qui n'était pas sourd. Et du coup, il a dit check. Du coup, il a repris les textes, il a repris les gravures, il les a analysés. Ah, il a fait ce travail, il a fait... Le même qu'il a dans Tolkien et les sciences, incroyable, mais ça. En vrai dans des publis. Et lui, en quel siècle, t'as dit? Là, c'est nous, donc les publis... Ah, c'est aujourd'hui, c'est contemporain. Ouais, ah oui, d'accord. Il a fait une publi sur l'analyse des gravures. En fait, il y a deux publis. Je te filerai les liens après l'émission. Éventuellement, c'est pour les gens qui veulent... Donc voilà, il a testé. D'abord, il s'est dit, puisqu'il y a des gens qui disent que c'est des ptérosaures. Est-ce que c'est vraiment des ptérosaures? Ouais. Bon... Ça, il a rapidement démontré que ce ne sont pas des ptérosaures. Ouais, parce que ça ressemble pas au niveau du crâne. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais... C'est ça. Et en gros, donc là, voilà, j'ai pris quelques illustrations de la publi pour un peu montrer comme il fait à chaque fois, du coup. Ouais, la méthodologie, quoi. Comment donc là, il prend un élément. Donc il y a donc l'élément imagé. Éventuellement, dans le texte, il parle de la description. Et donc à côté de ça, donc après il compare avec du coup d'autres éléments. Par exemple pour les crânes, il a trouvé qu'il y a pas mal de crânes, les crânes de chiens, ça match énormément. Ouais. Pour les ailes, là en fait, ce serait plutôt des nageoires de poisson, ou même des trucs carrément factices. Ok. Et pour les pattes, donc là par exemple cette patte, donc là c'était une patte de mammifère carnivore, donc un chien ou un ours, là il savait pas trop par exemple, mais en gros voilà, il peut dégager en gros des grandes tendances. Donc c'est pas, voilà, tu peux pas être ultra précis, oui, bien sûr. Mais c'est suffisant, c'est quand même suffisamment fin pour avoir une bonne idée en fait de d'où quoi ça vient, composé. Quoi. Voilà. Ouais, en fait il a un bon niveau de preuve pour dire que l'animal qui a été décrit c'est des bouts de plein d'autres animaux, et c'est ce qu'on appelle une chimère, si j'ai pas dit. Tout à fait, ce sont des chimères, et du coup ces dragons sont faux, mais on peut bien tenter. Voilà, d'identifier des dragons à partir de gravures dans la vraie vie, comme dans du coup Tolkien et les sciences. D'accord. Donc voilà, pas qu'avec la fiction, avec même la réalité des choses qu'on décrit, ça c'est beau, ça. C'est fou. Les Hawks. Donc ça a donné lieu à une vraie publication scientifique qui en gros débunk les représentations en disant bon bah voilà, ce qui est représenté ici c'est des bouts de ça et ça qui sont mélangés ensemble. Ok, c'est stylé, c'est propre. J'aime beaucoup la démarche. J'aime beaucoup ce que fait cet homme. C'est beau. Il en faudrait plus des gens comme ça, je pense. Ton appel aura peut-être des réponses. Je ne sais pas. Dans l'immensité du net. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les gens sont là, sont présents pour la troisième partie, mesdames et messieurs, qui va s'intituler, qui va s'intéresser à le vol chez les dragons. Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent... Alors pour voler, il faut, il faut avoir de mauvaises intentions déjà. Ouh là là, il est en forme.
Bah oui, mais Smaug est mal intentionné, ça tombe bien. Hein. Puisqu'on a dit que les dragons étaient des représentants des forces du mal, donc a priori, il pourrait voler. Mais d'ailleurs, il a volé Erebor aux nains. Donc, il a volé la richesse des nains, donc finalement, c'est un voleur. Mais parce qu'il traite, notre ami Bilbon de... Voleur, d'ailleurs, t'es Team Bilbo ou Team Bilbon, toi? Frodo ou Frodon? Toi, t'es de quel... Avant, j'étais Bilbon, maintenant, je suis plutôt Bilbo. T'es plutôt Bilbo, maintenant? Ouais. Et t'es Frodon ou t'es Frodo? Ah, je suis Frodo. T'es Frodo? Ouais. Ah, ça, t'es un puriste. Ouais, à force de lire... tu lis, même si tu vois, t'as découvert par les films, à force de lire, mais je comprends, ça rentre. Hein. Mais parce qu'on est d'accord que Frodon, c'est la traduction de... Enfin, ouais, c'est la francésisation... C'est... Comment on dit c'est une traduction qu'ils ont fait. Ouais. Bah, c'est comme le saké qui, là, par contre, va redevenir... dans nos futures traductions, là, va devenir Baggins. Ah ouais, il va dans le... Ah bon, ça va changer, ça? Pourquoi? Bah, parce que... Parce que quoi? Je ne suis pas traducteur. J'en sais rien. Je me pose beaucoup de questions. C'est juste que voilà, apparemment Baggins ce serait une meilleure traduction. Que Saké? Ouais. Mais je sais pas ce que ça veut dire Baggins en fait. Bah, c'est son nom de famille. Ça veut dire Saké. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, comment tu traduis un nom de famille qui veut rien dire, quoi? C'est ça. Ouais. Enfin, peut-être que Baggins veut dire quelque chose. Peut-être qu'il a justement composé Baggins d'anciens mots d'étymologie de je sais pas quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais, bah, peut-être que du coup, c'est pour rester plus proche, plus fidèle. Ben Bag Sac. Ouais, Ah oui, donc c'est pour ça Saké, parce qu'il y a la même avec le sac. Baggins, bag, sac. Ouais. Donc Saké, petit sac. D'accord. Merci aux philologues du chat. Incroyable, ils sont bons en anglais en fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc du coup, c'est parce qu'on revient vers de l'anglais. Enfin, tu dis les nouvelles traductions vont être comme ça parce que probablement le grand public est peut-être aujourd'hui moins austère à l'anglais, enfin est prêt à accepter plus d'anglais dans la littérature française, non? Peut-être, oui. Enfin, après, je sais aussi que du coup, enfin ça j'en suis assez sûr, c'est que pour nous en français sur Seigneur des Anneaux, il s'était basé sur la version traduite de Monsieur Francis Ledoux, si je me trompe pas. Ouais. Sauf que apparemment en termes de fidélité à Tolkien, le meilleur traducteur en français c'est Monsieur Daniel Lauzon. Enfin, apparemment il restitue mieux les textes et l'esprit des textes. Et du coup en fait la traduction de Francis Ledoux sont pas en fait en accord avec les traductions en fait des autres écrits de Tolkien, comme par exemple le Silmarillion ou d'autres trucs autour de l'univers. Donc pour garder la cohérence, apparemment c'est plutôt les traductions de Daniel Lauzon qui sont privilégiées. Pour Harry Potter, il y a eu des podcasts sur les traducteurs français et comment ils procèdent. Et apparemment c'était intéressant. Peut-être que ça peut exister. Mais c'est tout un univers, ça. C'est fou. Entre laquelle est la traduction la plus fidèle ou la plus accessible. Parce que des fois, c'est pas parce que t'es le plus fidèle que t'es forcément aussi le plus agréable à lire ou plus. Qu'est-ce qu'on appelle une traduction fidèle après, tu vois? C'est une grosse question. Bref, revenons à nos amis les dragons. Est-ce qu'ils volent finalement? Alors. Est-ce que ça existe des dragons volants dans la vraie vie? Alors, je trouve qu'assez marrant, il y a un lézard qui s'appelle Draco Volans. Je pense que ça s'explicite. Littéralement dire le dragon qui vole. Voilà, là, tu peux pas te tromper. Hein. Yes, énorme. Bon, alors après, lui, c'est un peu particulier parce qu'en fait, du coup, il a des côtes qui sont modifiées. Et c'est ça, en fait, qui supporte une membrane qui lui permet de faire du vol plané. Hein. C'est pas du vol battu. Donc, dans cette membrane, il a des os, quoi, c'est ça. Là, voilà, d'ailleurs, tu vois c'est les rainures, quoi, le sillage. C'est fou ça. Donc toi n'essaie pas de faire pareil avec tes côtes. Hein. Les étirer et tout pour faire. Et donc il peut planer avec ça. C'est ça. Il est mignon, c'est un lézard ça du coup. Ouais, c'est un petit lézard qui vit en Asie du Sud-Est et qui d'ailleurs assez marrant, il a pour prédateur un serpent qui pareil qui écarte ses côtes pour justement s'aplanir et gagner en portance dans l'air. Attends, les serpents peuvent planer aussi? Ouais, il y a une couleuvre qui fait ça. Ouais. Couleuvre volante. Tu sais que déjà les serpents, je crois que c'est l'animal dont j'ai le plus peur. En plus, s'ils peuvent voler. Ça va, c'est du vol plané aussi. Mais genre, il se met en haut d'un arbre et après il se lâche comme ça. Oui, mais t'as des vidéos dans des documentaires, c'est assez fréquent d'ailleurs que justement tu vois ce lézard. Ouais. Du coup, il essaye. Lui, il essaie d'éviter. C'est ça, il voit le serpent, il saute. Et puis t'as le serpent qui regarde et puis qui saute aussi après pour aller le chercher. Il y a un combat dans les airs comme ça. Exactement, bataille aérienne, c'est incroyable. Oh là là, c'est ouf.
Et alors, bon, c'est du vol plané, c'est cool. Mais Smaug, là, notamment... lui, c'est pas du vol... Et non, lui, là, on voit bien, il a une perdelle supplémentaire. Et Tolkien, il explicite là-dessus. Donc, ce côté-là, là, on oublie. C'est pas ce qui est décrit, quoi. Alors là, il faut penser au... Et donc là, maintenant, c'est pour ça que je mets ce petit squelette. Ouais. Parce que ça correspond à peu près voilà, à la morphologie qui est sur le dessin de Tolkien. Donc là, on voit bien le côté membre supplémentaire. Ouais. Alors, question, une paire de membres supplémentaires. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une paire de membres supplémentaires et que ces membres forment des ailes? C'est vrai, ça. Bah, du côté des généticiens, il y a une réponse. Alors, avec le modèle de la drosophile, encore une fois. On aime bien les drosophiles, hein. Donc c'est marrant parce que, tu vois, la drosophile, justement, on a des drosophiles voilà, avec une paire d'ailes supplémentaires. Ouais, donc ça, c'est une mutation qu'ils appellent bithorax. Parce qu'en fait, ils refont pas vraiment la paire d'ailes. En fait, ils refont, en fait, cette partie, tu vois, la... Ils recopient une partie thorax, de la voilà, exactement. Bithorax, donc 2 thorax, quoi. Exactement. Deux thorax, et chaque thorax a une paire d'ailes. D'accord. Mais là, je vois pas la double paire d'ailes chez le dragon. En fait, c'est où? En fait, c'est pas double, c'est pas dans le sens double paire, c'était dans le sens double paire de membres. Double paire de membres. Voilà. Donc parce que ah oui, parce qu'il a des pieds. C'est ça. Là, il a des jambes, enfin il est quadrupède. Les bras, ouais, il est quadrupède, donc il a. Et en plus de ça, il a des membres. En plus, d'accord. Donc là, bon. Et la mouche, c'est pareil, elle a des pieds. Non. Alors là, voilà, elle a 6 pattes, hein. Elle a 6 pattes. Ok. Insecte. Et bon, là, par contre, donc les généticiens ils sont amusés, ils ont fait, voilà, des ailes en plus. D'accord. Donc là, ça, c'est créé génétiquement, ça, les généticiens? Oui, c'est quand tu t'amuses avec les drosophiles. Ah, mais d'accord, je crois que c'était un vrai truc naturel trouvé dans la nature. Donc là, c'est un OGM, c'est une mouche OGM qui a été... Ah ouais, ça c'est les... Voilà, quand t'es dans le labo, que tu t'ennuies, tu te dis, hey, je vais pimper ma mouche. D'accord, et ça va, l'éthique animale, tout ça se passe? On en est où là-dessus? Ça progresse un peu là? Oui, depuis, bien sûr. Heureusement que ça a progressé. Sur les mouches, ça progresse aussi ou... Ah, ça, j'ai pas suivi. Ah bah tout de suite, hein. Dès que c'est comme ça et que ça paye pas de mine et que ça emmerde les gens. Bah non, pas du tout. Ouais. Je suis pas généticien non plus. Hein. Non, mais je t'accuse pas, mais je veux ton avis là-dessus. Oui, les mouches. Est-ce que c'est. Je pense, enfin, pour des mutations comme ça, enfin moi personnellement, ça me gêne pas. Peut-être que je choque des gens, mais. Mais est-ce qu'on lui a demandé son avis? Non, ça se trouve, elle souffre et tout. C'est comme Wolverine, hein. Il lui a pas personne. Oui, c'est vrai. Il a pas voulu l'adamantium. Il souffre à cause de ça. Il a une vie assez dure. Hein. Bon, après, il peut quand même se régénérer et tout, donc c'est quand même stylé. Mais bon. Ouais, elle non. Bon. Ouais, elle est encore plus handicapée, t'imagines. Plus, elle arrive à voler ou pas du coup avec ses. Elle vole pas très bien parce que elle est pas faite pour avoir 4 ailes de base. Voilà, donc merci quoi. Merci les généticiens. Ça c'est pas ouf, oui. Ouais, non, c'est pas ouf. De toute façon, tu sais, ça c'est fait pour pas vivre longtemps. Enfin, c'est triste de dire ça, mais bon. Donc t'es en train de dire que sous prétexte que l'animal ne vit pas longtemps, on peut encore plus le maltraiter? Ah non, pas ça. Non, ça non. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais c'est incroyable ça. Non, mais c'est vrai que je pense que la drosophile, c'est l'animal qui s'est le moins fait respecter, ça c'est clair. Enfin, ça fait partie le moustique quand même, voilà. Après le moustique. C'est pas mal quand même tout ce que ça a pris dans oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que là, je troll un peu quand même parce que c'est toujours un compromis. Hein. C'est difficile les questions d'éthique autour des animaux de laboratoire qui quand même servent beaucoup l'homme. Tu sais quoi ton matériel pour tester, pour avancer. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais sinon? Tu utilises des simulations informatiques, quoi. Ça donne un bel avenir du coup à ceux qui travaillent là-dedans. Ouais. Mais justement, il faut économiser. Hein. La recherche, ça coûte. Hein. Faut retirer des postes. Il y a des métiers qui valent plus que d'autres. Tu veux faire passer un message au ministère de la Recherche? Non, ils savent déjà ce qu'il faut faire, donc j'ai rien besoin. Non, tu penses qu'ils savent? Tu penses pas qu'ils ont mis ça dans une pile et puis. Bon, bref. Ouais. Et du coup, est-ce qu'une wyvern est biologiquement plus réaliste qu'un dragon? Alors, c'est quoi une wyvern? Justement, Tagazin, je vais y venir. Incroyable, mais ces gens qui anticipent les slides, c'est des malades. On a des pros dans le chat. Il y en a. Laisse tomber, Tagazin, fait partie des boss aussi. Hein. Vraiment. Le Tagazin, le gobelin. Bon, parce que du coup, pour en arriver à Tagazin, du coup, il faut passer à la suite. Oui. Alors ça, c'est la fameuse mouche. Voilà, donc les chercheurs, ils ont fait muse avec les gènes
homéotiques. C'est quoi ça, les gènes homéotiques? Donc en gros, c'est des gènes qui interviennent dans l'architecture, on va dire, du corps. Donc là, c'est le thorax, tu parlais, du fait que c'est ça. Donc là, justement, la formation du thorax, parce que les ailes n'apparaissent que en fait, normalement, ils apparaissent sur ce... En fait, il y a un truc en plus de ça, c'est que... Donc là, c'est l'anatomie pure, en fait, c'est faut regarder, en fait, où est-ce que sont exprimés, en fait, les gènes. C'est ça que c'est bien, c'est ça que comment, du coup, les couleurs, parce que tu vois là où les gènes sont exprimés. Ah oui, d'accord. Et donc les gènes, faut expliquer là le truc, les gènes, ce sont les carrés, ce sont les rectangles. Petits carrés, voilà. Les rectangles de couleur, là, ce sont les gènes. Les barres représentent des chromosomes schématiques. Hein. Ouais, ok. Bon, grossièrement parlant, chaque couleur représente une partie c'est ça, il y a du corps, et donc tous ces gènes ne codent pas pour les mêmes parties du corps de la mouche. Ils s'expriment pas au même endroit. Voilà, donc on a l'expression jaune, elle est marquée par la couleur jaune sur le corps. Voilà. Et là, il y a un autre point en fait qui est essentiel, c'est justement la mouche. Là, tu vois, c'est très segmenté, c'est très sectorisé. D'accord. Tu vois bien, c'est bien délimité. Telle partie, c'était le truc. Voilà, ouais, okay. Tu vois, c'est bien. Et c'est ça aussi, par exemple, tu vois, qui a permis pour le bithorax, c'est que tu vois, c'est que là, du coup, donc là, tu as cette partie-là. Et là, tu as la dernière, en gros. Donc, c'est pour ça, tu vois, tu as une zone d'expression. Et c'est pour ça, du coup, hop, tu vas t'exprimer là. Donc, là-dedans, vu que c'est une zone d'expression, tu vas me faire exprimer, du coup, la même chose que là, en gros. Et donc, du coup, hop, ça peut le faire. Si on regarde, du coup, du vertébré en dessous, là, tu vois, il y a toutes les zones qui sont communes. Ah, le vertébré, c'est le truc en dessous. C'est quoi? C'est une sorte d'embryon, là, que tu as mis? Ouais, ça, c'est un embryon de souris. Donc en fait, ce que tu veux montrer, c'est que les zones sont communes, sont très larges. Donc si tu modifies un truc dans cette zone, tu vas pas modifier que ça. Voilà, tu vas modifier plein de trucs. Voilà. Tout son développement. Donc tu risques de foutre le sbull, quoi. Ah ben là, oui, tu casses le Lego. Hein, là, tu formes un individu qui va pas juste avoir 2 ailes, mais peut-être. Là, la question, c'est est-ce que tu vas pouvoir former un individu? Ouais, en fait, déjà ça, en fait. Est-ce que l'individu va naître, en fait? C'est ça. On est plus là, c'est ça le problème. Ok, je vois. Donc là, du coup, a priori, basé du coup sur ce qu'on, en gros, la problématique sur ce qu'on connaît en génétique depuis un bon moment, parce que bon, ça c'est pas nouveau non plus. Hein. Ok. Ce modèle de dragon, au final, est pas ouf. C'est impossible, quoi. Tu vois, Gandalf n'est pas d'accord. Même Gandalf le dit. C'est fou ça. Vient du coup un modèle, on va dire plus classique, où du coup c'est les membres avant qui vont être changés en ailes. C'est ce qu'ils ont fait dans le film. C'est Smaug ça du coup. Ouais, ça c'est Smaug dans le film. Attends, on dirait pas que c'est une image tirée du film, elle paraît pas très belle, mais après quand c'est une séquence en animation, forcément, ça va vite. Mais ok. Et donc ça c'est un truc qu'on retrouve dans plein d'endroits, et donc notamment c'est un documentaire de la BBC qui s'appelait Les Dragons et s'ils avaient existé. Et donc là tu vois notamment tu retrouves ce modèle de dragon qui va affronter un T-Rex. C'est la BBC qui propose ce genre de combat là, c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, alors je n'en dirai pas trop plus sur le lien entre du coup ce documentaire, Les Dragons de Tolkien. Je vous laisse lire du coup le bouquin. Vous ferez vos propres avis. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser là du coup, c'est ce modèle. Est-ce qu'au final, ce qui est mieux? Alors, est-ce que les membres avant sont un meilleur modèle pour expliquer justement l'existence des ailes, quoi? Morphologiquement, ouais. Okay. À un détail près. D'accord. Pas des moindres. C'est que, donc là, je t'ai pris à côté. Les ailes. Voilà. Ah oui, les ailes de 2 types d'espèces différentes. Exactement. Donc là, d'un côté, on a les ptérosaures en membrane, membre avant, et la chauve-souris. Ouais. C'est dans la nature, c'est ce qu'on connaît de mieux, hein, qui a fait du vol battu comme ça. Alors, il y a un petit point, le nombre de doigts chez Smaug, là, il est problématique. Chez le ptérosaure, là, on en a 4. Chez la chauve-souris, on en est à 5, comme nous. Et en fait, il faut savoir que justement, 5, c'est le nombre pour les doigts qui s'est conservé, qui s'est stabilisé au cours de l'évolution du coup des tétrapodes. Donc, tétrapodes, donc les 4 membres qui se terminent par des doigts, justement. Ouais. Ça. C'est un nombre, ça fait des millions d'années en fait que ça s'est stabilisé autour de ces 5. Et en fait, après, par contre, tu peux avoir des pertes. Tu vois, comme les ptérosaures, ils en ont perdu un. Le tyrannosaure, il n'y en a plus que 2, tu vois. Mais en gros, on va dire mais de l'aile, elle provient. Il y avait déjà les tétrapodes, et des tétrapodes, on a eu les ailes, ou non, ou c'est l'inverse, il y avait eu les ailes et après. Non, c'est les ailes sont apparues sont développées à plusieurs reprises, indépendamment chez des tétrapodes. C'est pour ça, du coup, là, tu as des ailes à 5 doigts, tu as une aile à 4 doigts. Ah oui, donc là, les ailes de la chauve-souris,
se sont développés plus tard à partir des tétrapodes, quoi. Ouais. D'accord. Bah, les ptérosaures, par exemple, ils ont fait des ailes à membrane avant les chauves-souris. Tu vois. Alors Smaug, bon, je chipote peut-être, et lui, il a 6 doigts, hein, donc ça peut... Bon. Ah oui, il a 6 doigts. Parce qu'en fait, là, à sa main... Ah, mais il a une main. Ah oui, il a une main. Il a déjà 3 doigts. De la main. Ah ouais, et après, là, il en a 3 autres qui partent, donc ça fait 6. Ah oui. Donc là, bon, déjà... bon. Alors, admettons Pinailleur, voilà. Brusicor connaît très bien ça. Exactement. Mais bon. Bah... Mais alors, du coup, ça ressemble bien au modèle, en tout cas, ça ressemble bien, des chauves-souris, quoi. Et pourtant, ce modèle pour Smaug n'est toujours pas possible. Et pourquoi? Eh bien, je vais y venir avec la dernière slide. La dernière slide. Tout simplement parce que... Alors, il y a des biomécaniciens. C'est quoi un biomécanicien? Donc, quand tu aimes la physique... hein, ultra réducteur. Ouais. Non, mais... Quand tu es un peu étrange, c'est ça? Quand tu aimes la physique, mais que tu veux justement avec la physique... Tu vois, faire des trucs utiles, c'est ça? Non, tu veux tester, voilà, tu veux t'amuser à... Tu veux vraiment... tu veux rendre ton métier intéressant, quoi, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Alors, quand tu aimes la physique et les animaux, tu vois, que tu veux comprendre, tu vois, leurs mouvements, etc. Comme t'aimes le physique des animaux, c'est ça que tu dis? Toi, tu veux des digressions, là, c'est pas possible. J'essaie d'être sérieux. Oui, alors d'accord, la physique. Donc en gros, voilà, c'est la physique quand tu veux comprendre le mouvement. Le mouvement, pour, voilà, reconstituer assez fidèlement en gros les animaux. Ouais. Donc les biomécaniciens, mais justement, tu parlais de modèles tout à l'heure. Ouais, justement, grâce à leurs outils, ils peuvent tenter de faire des modèles pour comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et notamment, ils se sont posé la question avec des ptérosaures géants. Parce que là, tu vois, t'as des bestioles qui font la taille d'une girafe et qui volent. Ouais. À quoi? Attends. Non, c'est faux. Non, c'est pas un troll. Non, mais ils ont jamais volé, ces trucs-là. Bien sûr que si. Quoi? Bah, justement, d'ailleurs, ils en sont venus à se poser la question. Est-ce que ça vole? Mais ça, c'est des monstruosités, ça a vraiment existé, ça? Oui, ça a vraiment existé, mais t'inquiète pas, c'était il y a trop longtemps, on les a jamais croisés. Ça, c'est dans tes cauchemars que tu vois ces trucs-là. Mais non, arrête, ça. Non, mais ça s'appelle comment, ça? C'est des Asdarchidés. En plus, ils ont des noms de, oui, un nom des noms de méchants, quoi. Et je te passe le... Il y en a un, alors, ici, par exemple... Je dirais que c'est tiré de Donjons et Dragons, ce truc-là, quoi. Ouais. Bah, tu vois, tu retrouves un peu, un côté spectral et tout. Ouais, c'est dégueulasse. Enfin, non, c'est super cool. Créature de cauchemar, là. Enfin, je vais mal dormir ce soir. Voilà, du coup, ça existait, ça, et ça volait. Voilà, et notamment, une des questions qui a été cruciale, du coup, pour pas mal de scientifiques, ça pèse à peu près combien? Enfin, c'est quoi la limite, en gros, de poids à partir de laquelle le système est plus viable? Ouais, parce que sinon, enfin, plus t'es lourd, plus c'est difficile de voler, quoi. Bah, ouais. D'accord. Et donc... Alors attends, pardon, excuse-moi. Eux, ils avaient quoi comme type d'aile? Ils avaient un truc... C'est la membrane. La membrane, là, comme celle qu'on a vue dans la slide précédente avec le ptérosaure, c'est ça? Ouais, là, regarde à côté. Donc, là, on le voit. Oui, c'est pas les doigts. la maquette, là, au-dessus, voilà. C'est le ptérosaure type, quoi. Exactement. Nice. Et alors donc il y a en moyenne, tu as des résultats qui tournent autour de 200-300 kilos. Alors, c'est le résultat de quoi? Des simulations, c'est ça? Informatique? Et en gros, dans la limite, lorsque tu es dans la fourchette 400-500, si tu es notamment... là, déjà, c'est très bancal. Ouais. Si tu es au-dessus de 500... C'est mort, c'est niette. Or, Smaug, bon, quand tu vois la taille... Hein. Ouais, la taille. Bon, après, c'est pas la taille qui compte, on dit, mais là... là en l'occurrence, il est tellement énorme que même en imaginant biologiquement tout ce qu'on connaît pour pouvoir alléger son corps, donc ça passe par des os qui vont être plus fins et creux, la présence de nombreux sacs aériens, donc c'est-à-dire que notamment tu vas avoir en gros donc plein de poches en fait qui vont du coup se remplir d'air, un peu comme ce qu'on retrouve du coup chez les oiseaux. Ouais. Malheureusement, même en prenant en compte, tu vois, toutes ces stratégies qui sont connues, qu'on a bien documentées avec les espèces actuelles, même en les transposant du coup sur ces géants-là, quand même passer cette limite, c'est mort, trop lourd pour les. Et donc, Smaug, on peut quand même, tu vois, du coup, on imagine tout ce qu'on veut, tu vois, pour l'alléger. On pouvait faire. Il était bien parti avec ses 5 doigts. Il était bien parti, pour avoir des ailes un peu comme une chauve-souris.
Et il aurait pu faire une bonne chauve-souris géante, et puis finalement, en fait, il est trop lourd. En fait, c'est une chauve-souris qui est juste trop lourde, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est la tristesse. À contrario, du coup, de ces géants déserts qui ont vraiment existé. Voilà, ces Asdarchidés. On en avait des Asdarchidés. En France, d'ailleurs. Ah bon? On a par exemple, il s'appelle Mistral Draco, donc le dragon du Mistral. Mais lui, bon, il était plus petit. C'était que 7 mètres. C'est pas une méga évolution d'un Draco, feu, ça? Non. Mistral Draco. Non. Dommage. Okay. Et il y a quelqu'un qui parle du Quetzalcoatl, je sais pas comment on prononce. Ouais, Quetzalcoatlus, donc il est ici. C'est lui. C'est celui-là. Donc là, on est sur environ 10 mètres d'envergure. Hein. 10 mètres d'envergure, ça rigole zéro, quoi. Bah, c'est des petits avions. Hein. Putain, mais c'est ouf qu'il y ait existé ça sur notre planète, quand même. Le truc, c'est le monde des géants, quoi. Bah, c'est vrai que ça a été... Quand tu vois la taille de prime abord, mais tu te dis, bon, à la limite, ouais, c'est juste un grand vertébré comme on en connaît encore actuellement. Mais quand après, tu te dis... Ah mais en fait ils volent. Là ça. T'es en mode not like this comme ça. Exactement, là ça change tout. C'est chaud. Et là on a retrouvé quoi comme pour identifier ces espèces là, c'était des fossiles de certaines parties du corps, des os, du bec aussi là. Notamment. Ouais, on a les crânes pour certains. Alors voilà, bon comme toujours. Alors là pour eux, ils font partie des animaux qu'on trouve majoritairement avec plein de restes qui sont partiels parce que comme je t'ai dit notamment, les os ils sont plus fins, plus allégés, mais du coup ça veut dire qu'ils sont plus fragiles. S'ils sont plus fragiles, ça veut dire que tous les processus géologiques qui vont se prendre dans la gueule au cours de la fossilisation, majoritairement du temps, ça les explose. Ça va exploser les fossiles, il n'y en aura plus, quoi. Voilà. Donc il y a peu de spécimens, quoi. Voilà, donc les spécimens qu'on retrouve, bon, on en a quand même, franchement, il y en a quand même pas mal, hein, pour ce que c'est vraiment ouf. Mais généralement, voilà, c'est très souvent voilà, des spécimens partiels. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est quand même cool. Et comme je t'ai dit, voilà, on a la chance, par exemple, en France, on en a. Donc, c'est génial. Dans les zoos. Tu veux aller en voir? Ils ont créé des raptors. Pourquoi ça? C'est ça qu'il faudrait créer plutôt que Jurassic Park. Alors... on va alors... Mais ça n'a pas du tout vécu autant des dinosaures, non? Si. Ah si, c'est des dinosaures. Non, c'est pas des dinosaures. Non, c'est pas des dinosaures, voilà. Tu as bien retenu, c'est pas des dinosaures. Incroyable. Les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Les ptérosaures ne sont pas, malgré le or, comme les mosasaures. Les mosasaures exactement. Sont pas des dinosaures. C'est quand même fou, hein, les faux amis comme ça. Mais c'est comme ça, c'est quand t'accordes trop de poids à l'étymologie. Et ça, c'est un peu un problème en paléontologie. C'est un problème en communication, en vulgarisation en général. Ouais, t'attaches trop de... Voilà, tu veux trop être proche de l'étymologie. Ouais. C'est un truc un peu trop fort, mais des fois... Aïe. Donc voilà. Et ok. Du coup, petite sélection d'ouvrages que j'ai fait en lien avec ce qu'on a fait ce soir. Nice. Donc là, en l'occurrence, bon, c'est une sélection que j'ai fait par rapport aussi notamment à ce que j'ai lu. Donc c'est des ouvrages que j'ai tous lus. Alors là, ce Silmarillion là, par contre, c'est une édition spéciale. Il sort en octobre, celui-là. Ah. C'est une nouvelle édition. C'est la nouvelle traduction. Alors nouvelle dans quel sens en fait du coup? Qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi les gens, on n'a pas fini de traduire le Silmarillion, c'est ça? Mais c'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le traducteur là, Daniel Lauzon qui fait ça. Voilà. C'était pas lui qui avait fait l'autre. Oui, d'accord. Et notamment là, par contre, ce qui va être super sympa avec, si vous voulez découvrir le Silmarillion là, c'est qu'il va y avoir une 50aine d'illustrations en fait là-dedans. Notamment, il y a quelques illustrations inédites. Mais qui sont données par qui du coup les illustrations? Là, c'est l'artiste, c'est Ted Nasmith. Ah oui. Nasmith. Ok. Voilà. Donc là, après, il y a ce livre, Un voyageur en terre du milieu par John Howe. Donc ça, c'est super sympa. C'est un artiste, du coup, qui, voilà, ses croquis, ses dessins. Notamment, il a travaillé sur les films. Donc, il en a mis dedans. Et il parle un peu de l'univers. Donc, c'est une autre manière, ce livre, Un voyageur en terre du milieu. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que pour s'ouvrir de manière soft à tout l'univers de Tolkien, je pense que c'est le mieux. D'accord. C'est vraiment léger et ça donne vraiment... Ouais, puis avec les belles images, voilà, ça passe bien. Quoi, si tu comprends un peu tout ce qu'il y a. Et bon, après, du coup, un livre full Smaug. Donc, en gros, c'est littéralement comment ils ont fait Smaug dans le film. Ça, c'est cool. Et après, donc, le dernier, là, La Terre du Milieu, des romans à l'écran. Ça, c'est une Bible. C'est une grosse encyclopédie. Ah ouais. Qui est sur l'univers, quoi, c'est ça. Alors ça, par contre, ce qui est cool aussi, si la comparaison entre les livres et les films. Ouais, justement, c'est ça. Voilà. Tu retrouves les deux, et donc du coup, ça peut être une bonne passerelle en fait, justement, des films. Encore une fois, l'univers. Yes. Voilà. Ouais, stylé.
Donc sur ce, incroyable. Merci le chat, merci tout le monde, merci Romain de m'avoir invité. Avec plaisir. Et si vous avez des questions, essayez de pas réveiller Smoke s'il vous plaît. C'est vrai, parce que moi je veux conserver mon appart quand même, il est pas mal. J'aimerais pas qu'il finisse dans les flammes. Merci beaucoup, merci Eiffel, merci beaucoup pour la présentation et toutes tes indications